Salut les boys, bon lundi. Salut les boys. Salut les gars. Forme? Bien. Seb, Pat. En forme. Pat, t'as-tu ta poche de velours à soir? Bien sûr. La poche de velours est là, elle est bien remplie, la poche. Ouh. Eh boy! Ah, ben là, écoute, moi je viens de m'acheter un chalet, hein, puis là, je l'ai eu en fin de semaine. Mais je pensais rester là, moi, jusqu'en janvier, faire du télétravail puis tout. Fait que j'ai emmené toute ma réserve de bière avec moi dans le déménagement. Fait que là, je suis comme c'est restant, ben j'ai oublié de m'en ramener une coupe. Finalement, l'Internet était trop lent pour que je travaille du chalet. Fait que je bois des restants. Là. J'ai été chanceux, j'ai trouvé une bonne petite de Bas-Canada qui traînait dans le fond du frigidaire, mais Oh! il y a pire que ça dans la vie, tu vas me dire. Mais... Ouais, c'est ça, exact. J'en trouve pas nulle part. Puis toi, t'en trouves Ben dans oui, le fond de c'est ton ça. frigidaire, c'est le fun dans la crise. Ouais. Toi, Seb, Moi, j'ai changé. Je prends de la Ah, Univo. ouais, ok, une petite session. Ok. C'est bon, ça. Les deux. Une IPA, une Ok. session. good. Toi, j'ai Moi, vu que écoute, t'étais sur ton affaire russe. Ouais, ben, je me suis apporté une petite castor pour tantôt, une C'est bon, Yakima. ça, un petit classique. Mais là, je commence tout le temps avec le classique. C'est Mon bon, petit gin. la coupe médiévale, yes, ça. La coupe médiévale. Monseigneur LP. C'est ça. J'aime ça quand tu m'appelles Monseigneur LP. Et ça, big. On commence tout ça avec Ah ouais, un ouais. petit message de présentation. On te laisse aller. Ouais, vas-y donc. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au podcast La Source du hockey de présentation de Until London. Toujours 15% de rabais avec le code promo SDH15 à la boutique physique ou bien au untillandon.com. Aujourd'hui, à l'émission, on a quand même beaucoup de choses au menu. Là. D'après moi, on va être ici une bonne partie de la soirée avec vous. On va commencer avec les quelques nouvelles là, qu'on a eues à propos des joueurs là, qui ne vont pas participer au tournoi du World Junior. On va parler aussi de l'alignement là, des États-Unis pour le World Junior, ils sont confiants. On va décortiquer ça un peu avec vous. On va faire un petit retour sur Cole Caulfield après avoir reçu plein de rushs. Maintenant, c'est revenu le dieu du stade. Ensuite, vers 8h30, on va y aller avec notre invité aujourd'hui, Lawrence Olivier Benjamin, qui est recruteur pour les Cataractes de Shawinigan. Il va venir nous parler du métier de recruteur, aussi comment que ça marche, être recruteur. C'est quoi qu'ils regardent chez les joueurs un peu, comment au repêchage ils font la liste. Puis on veut avoir aussi vos questions. C'est quelque chose qui m'intéresse, fait que j'imagine que ça vous intéresse aussi, le monde qui nous écoute. Et puis, Lawrence va me faire un petit message pour toi, Pat, là, sur la photo que tu as mis d'infographie. Tu as mis une photo de lui avec les Huskies. Son ancienne équipe, mais c'est pas grave. Et puis, ensuite, désolé, Laurent. Le nouveau segment de TIFF Quiz avec Yannick Tiffu vers les 9h30 qu'on y avait parlé, qu'on allait rentrer dans le podcast pour un quiz à propos d'équipe Canada Junior. Donc, on a fait nos devoirs. Là, On parle pour toi. Moi, j'étais un fan, là. Moi, j'ai checké un peu, mais j'ai checké vite. J'étais un fan, mais j'ai pas de mémoire. Tu paraître intelligent. Ouais, c'est ça. Ben là, c'est pas si je dis j'ai fait mes devoirs puis je suis pourri. Gros jambon. Et puis, on va terminer, bien sûr, avec le Habsbin, une présentation de groupe Air Force. Donc, pour débuter cette émission du podcast SDH, on va y aller avec peut-être un petit retour là, sur Cole Caulfield. Je sais que la semaine dernière, LP ne l'avait pas mis dans nos segments, probablement parce qu'il avait mal joué. Mais aujourd'hui, il voulait le mettre absolument. Non, il était là, essaye pas, là, Sam. Il était là. Essaye pas de faire mal pareil comme d'habitude. On le sait que tu le dénigres, là, Caulfield, mais il était là. On en a parlé un peu, mais écoute, il est revenu en force, Caulfield, parce que il
Caulfield a joué 10 matchs depuis le début de la saison. Il y a 2 matchs qu'il n'a pas produit Les de points deux dans ces matchs matchs-là. RDS. Ces 2 matchs-là, c'était les 2 matchs à RDS. La misère avec la pression. Les caméras, Ouais, je ne sais pas s'il les le savait, éblouissaient. mais non, deux bons matchs. J'ai regardé ça parce que je les regarde tous ces matchs-là parce que je veux me faire vraiment une bonne idée de ce qui nous attend chez le Canadien avec Cole Caulfield. Vraiment plus dynamique dans ces matchs-là. C'est vraiment lui qui menait le jeu, là, surtout en avantage numérique. Puis son équipe aussi, en gros, a mieux joué que les 2 matchs à RDS. Les 2 matchs à RDS, écoute, c'est pas une belle vitrine pour la NCAA, mais la NCAA, c'est loin d'être ce qu'on a vu à RDS, là, mais vraiment, vraiment loin. Bon, on le voit souvent dans les commentaires quand on pose des vidéos. Là. Il y a bien du monde qui nous pose des questions. Écoute, ça a l'air que le calibre est plus faible que la Q. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, ben je pense qu'on a déjà parlé un peu. Toi, post, mais toi, LP, tu sais, comment tu vois ça? Ça ressemble à la Q ou? Ben moi, je crois que c'est un petit peu un niveau de jeu. Ben, clairement, le niveau il est différent. Le style de jeu est différent, mais le niveau de jeu, selon moi, est quand même un petit peu plus haut que la Q, tu sais. Parce que tu as des joueurs quand même plus matures physiquement, des gars plus vieux, tu sais, des gars à 22, 23, 24 ans. Donc, ces gars-là sont plus matures, tu sais, dans les coins de patinoire. Tu n'as pas de gars de 16, 17 ans dans ton alignement. Tu n'as pas beaucoup de gars de 18 ans. Il y a des patinoires olympiques aussi, ça se peut-tu? Oui, il y en a. Il y a des patinoires olympiques aussi dans la NCAA. Donc, ça peut faire une différence. Ça peut peut-être aussi ralentir le jeu. Exactement. Parce que dans la GMQ, il y a juste Chicoutimi qui ont un aréna olympique. Là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui fait une différence dans l'NCAA, une impression qu'on peut avoir. Oui, effectivement. C'est un bon point. Ça peut être ça, mais écoute, le programme américain, mais que ce soit la USHL, le programme de développement américain, que ce soit la NCAA, ces ligues-là, c'est des ligues de haut calibre quand même. Puis on produit énormément de bons joueurs. Là, dans le programme américain, tu as des gars comme Patrick Kane, Austin Matthews qui a passé là. T'en as, là, on peut l'en nommer là, pas mal. Là, tu parles de la NCAA ou du programme américain? Que ce soit le programme américain ou que ce soit la USHL, la NCAA, c'est quand même du très, très bon hockey. Il y en a qui disent, c'est sûr qu'on prêche pour notre paroisse ici. Là, on dit que la Q, c'est un niveau plus haut, mais selon moi, il est je ne sais pas, c'est différent, c'est dur à dire. Mais moi, la NCAA, je la vois quand même une coche en haut que le junior canadien quand même. OK. Je ne sais pas pour vous. Écoute, moi, je l'écoute pas mal, mais c'est sûr que c'est un peu différent. Le style est différent. Mais, moi, je vais t'avouer que j'ai jamais écouté de match complet. Là. C'est toujours des highlights, surtout pour préparer le draft. Là, je fais mes recherches là-dessus avant. Ou quand je cherche mettons, on entend parler d'un gars puis tout, ben là, je vais aller fouiller, mais c'est quasi. Tu sais, c'est différent de voir des highlights versus un match complet. Tu as un rythme, tu as tout ça quand tu t'écoutes le match au complet. Là. Fait que moi, je peux pas trop en parler parce que je vais vous avouer que j'ai pas vraiment écouté de match complet de cette ligue-là. Il y a Christian Terrien là, qui vient d'écrire dans le chat qui dit que j'ai trouvé les gardiens passablement faibles durant ces 2 parties-là. Écoute, peut-être que oui, mais dans la Q, dans le junior canadien en tant que tel, il y a beaucoup de matchs quand même qui finissent par des gros pointages aussi. Donc, ça peut être trompeur. Il ne faut pas se fier aux 2 matchs. C'est ça que je trouve. Je trouve ça plate parce que c'est pas une bonne vitrine pour la NCAA, mais vraiment pas. C'était Wisconsin qui n'ont pas un gros club cette année contre Arizona State. Écoute, c'est pas un match Boston College contre, mettons, North Dakota. Mais j'imagine qu'il y a des universités qui sont quand même des meilleurs programmes que d'autres. Fait que il doit y avoir quand même des échelons de cette équipe-là est toujours pas mal forte. Elles sont pas reconnues pour avoir une bonne équipe de hockey, mettons, sont meilleures au basket ou dans d'autres sports. Là. Oui, effectivement, mais aussi ça varie d'année en année.
Wisconsin aurait pu avoir un bon club. Là. Si Alex Turcotte serait resté une année de plus, ce que je crois qu'il aurait dû faire, ça aurait aidé les Badgers quand même. Même on pourrait parler de Kendrick Miller, il serait resté une année de plus, mais ça aurait aidé les Badgers là, quand même. C'est quand même pas une super équipe si on regarde au classement. Les Badgers sont 2e sur 7 dans la division Big Ten. Oui, mais ils ont joué plus de matchs que beaucoup d'équipes. C'est ce qui fait en sorte qu'ils sont là. Il y a 2 équipes qui en ont joué 4, les autres ils en ont joué 6. Eux, ils en ont joué 8. Oui, c'est ça. Donc, c'est quasiment le double. C'est 5 victoires, 2 défaites, puis un overtime loss. Ouais, notre collaborateur. Je dirais que 5-3, c'est pas si pire non plus. Là. Ouais. La NC se retrouve là, il y a Louis Chailly qui dit que la NC se retrouve entre le junior 3 et le junior majeur, mais là, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Écoute, là, c'est. On va demander à notre recruteur tantôt. C'est une autre question. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, là, mais bon. Il dit qu'il y a moins de parité. C'est un peu faux, là, par contre, là, parce que les États-Unis, c'est un grand territoire quand même. Il y a plusieurs divisions. Puis si on regarde la LHJMQ, il y a quand même énormément d'équipes dans la LHJMQ. Là. Donc, il y a beaucoup de... le talent est quand même dilué, là, si on veut. Là. Pareil comme les États-Unis. Là. Donc, la seule différence que je vois, c'est qu'il y a des joueurs plus vieux dans la NCAA. Donc, non, mais côté NCAA, j'ai pris beaucoup de NCAA, puis je pourrais pas dire jamais que. Quand même, on compare presque une province avec un pays au complet. Je dis ça de même. Si tu pognes une équipe, mettons, comme Michigan, tu la mets contre pas mal n'importe quelle équipe dans le junior majeur en ce moment, là, puis je suis pas mal sûr que Michigan gagnerait. Là. Écoute, ils ont du talent à Montadie, là, ils ont au-dessus de quasiment 6-7 choix de première ronde là-dedans. Là. Donc, c'est ça. Gars qui vont faire la... Comme Louis disait, c'est la parité peut-être le problème. Là. Ouais, peut-être. Il y a moins de parité. Il y a beaucoup plus d'équipes dans l'NCAA aussi. Il y a comme 3 divisions. Ouais, mais il y a plusieurs divisions aussi, puis il y a des équipes qui sont pas classées dans les divisions. Par contre, c'est un gros territoire. Hein? Puis si tu regardes toutes les équipes au pays aux États-Unis, puis tu regardes tous les pays au Canada, ben je pense que ça s'équivaut un petit peu là, quand même. Là, on parle-tu un peu des États-Unis, tant qu'à être dans les universités? Ouais, là? Les États-Unis, là, je peux peut-être mettre l'équipe. Je vais mettre le line-up, le préliminaire. Le roster préliminaire, ouais. Je suis pas bien bon dans les préliminaires, moi. On demandera à ta blonde. Celle qu'on entend parler en arrière. Ouais, c'est ça. Désolé. C'est un autre appel, elle aussi. Fait qu'écoute, tu sais, moi j'ai rien enlevé au roster. Là. Ils ont du talent, mais ça se compare jamais au All-Star Team que le Canada est en train de mettre sur la glace. Oui. Aujourd'hui, on a appris aussi que Robert Mastro-Simone, Alex Vlasic puis Drew Commesso ne feront pas l'équipe. Ils ont pogné, je pense, la COVID. Donc, il fallait qu'ils passent les tests avant une certaine date. Là, il est trop ils ont testé positif. Donc, ils ne seront pas de l'équipe junior. Ils ont invité 3 autres gars au camp. Ah oui, parce que ça, c'est justement aujourd'hui, à cause de ça, il y en a bien qui se disaient parce que l'espoir du Canadien n'est pas invité là, à la défense. Ouais, Jaden Struble. Ben ouais, Struble n'avait pas été là. Ça va peut-être ouvrir la porte, ça? Écoute, non, ben il n'a pas été invité dans les 3 gars qui ont reçu ils les ont déjà nommés? Il n'est pas là-dedans. OK, ils les ont déjà nommés. Écoute, on aurait peut-être pu penser aussi à l'attaquant Sean Farrell, là, qui est un espoir du Canadien, puis peut-être même un Luke Tuck qui aurait pu se glisser dans ce groupe-là à l'attaque. Les 3 ont été ignorés. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de la USHL, par exemple, à leur défense dans toute la liste préliminaire. Je pense qu'il y en a. Il y a John Farincini. Ouais. Il y a John Farinacci, c'est-à-dire Henry Troon. Henry Troon, mais tu sais, Farinacci était supposé de jouer à Harvard, si je ne me trompe pas.
Puis Harvard, la saison a été annulée. Comme Sean Farrell, qui était supposé jouer à Harvard, la saison a été annulée. Mais pour en revenir peut-être à Jalen Struble, ouais, je suis assez surpris qu'il n'ait pas fait au moins le roster préliminaire, si on veut. Là. Je suis assez surpris. Je ne sais pas si c'est parce qu'il revient d'une blessure puis qu'il n'a pas joué depuis longtemps puis qu'on n'a pas voulu prendre de chance dans son cas. Mais écoute, tu regardes un Alex Vlasic qui avait été invité, là, il avait eu 4 passes l'année passée dans la NCAA. 4 passes en une trentaine de matchs, là, peut-être même plus. Là. Je pense que Jalen Struble a un meilleur potentiel qu'une coupe de gars à défense là-dedans. Là, mais bon, ouais, c'est ça. C'est pas nous les coachs, là, mais on peut voir l'absence de Jack Hughes. Ouais, ben il y a quand même des gros noms là, que les équipes ont décidé de ne pas prêter pour ce tournoi-là, entre autres. Là. On avait vu Lafrenière, on en a parlé un peu la semaine passée. Sinon, Kako non plus. Kako. Ouais, quand même, c'est des gros morceaux, ça. Je peux pas croire qu'ils feront pas une annonce bientôt, à un moment donné, avec tout ça. Là. Il doit y avoir une annonce de la NHL qui s'en vient pour dire qu'il va y avoir du hockey. Oui, écoute, moi, je trouve que c'est quand même une très bonne décision. Ben, tu sais, moi, vous le saviez, là, je l'avais parlé un petit peu, j'étais pas tant pour ça qu'Alexis Lafrenière aille au World Junior. Ben, en tout cas, je me mettais dans la peau des Rangers de New York. Puis moi, être les Rangers de New York, je ne l'aurais pas prêté. Puis ça, je disais ça là, vraiment, là, si on s'attend à une annonce dans nationale pour un début mi-janvier, moi, j'aurais pas prêté Capo Caco, j'aurais pas prêté Alexis Lafrenière, ni Jack Hughes, puis ni Kirby Dach, que lui va jouer pour le Canada, Kirby Dach. Lafrenière, c'était un peu prévisible aussi. Si vous vous souvenez bien, il y a 3 semaines, quand on a envoyé les demandes d'entrevue, j'ai pris contact avec l'agente d'Alexis Lafrenière, puis sa réponse avait été que Alexis se concentrait sur sa saison avec les Rangers de New York, puis son entraînement, puis il ne prenait aucune demande d'entrevue. Puis c'est ça qu'on peut voir aussi à travers les médias. Ils ont eu les mêmes réponses, donc je pense que tout le monde se doutait un petit peu que les Rangers n'allaient pas le prêter. Mais tu vois que c'était comme une ligne directrice assez claire. Là, de la façon qu'on nous l'a écrit, c'était genre on se concentre sur la saison à venir. Puis... Pas prendre les chances non plus. On comprend, tu sais. D'aller là, pogner la COVID, puis là, la saison commence au mois de janvier, puis il manque un joueur. C'est ça, je pense que c'est une ligne directrice, comme tu dis. Pour Alexis Lafrenière, là, quand même, c'est le premier choix overall à New York. Sa photo est placardée partout. Le gars, il est là depuis déjà un mois, puis il s'entraîne avec dans les complexes, tout. Sa tête est à New York. Là. Écoute, là, l'équipe ne veut pas qu'il y ait... il a déjà dominé ce championnat-là. Je sais qu'André Tourigny a comme fait une petite montée de lait. Puis je le comprends parce qu'il perd. Il n'a pas la chance d'avoir quasiment le meilleur joueur du tournoi. Là. Alexis Lafrenière, il a gagné l'MVP l'année passée, il a gagné l'or. Donc André Tourigny, c'est sûr qu'il est frustré, puis je le comprends. Mais en même temps, être les Rangers de New York, je veux dire, le gars, il faut qu'il soit là au camp, il faut qu'il enfile les patins, il faut qu'il soit avec ses coéquipiers, là, qui se familiarise là, vraiment avec ses coéquipiers puis qui crée une chimie pendant le camp. Là, il a déjà dominé ce tournoi-là. Là, donc, pour les Rangers, c'est du passé rien à là, prouver, pour eux autres. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à prouver. Là, mais... Moi, j'aime mieux un gars qui domine qu'un gars qui s'entraîne tout seul dans un aréna. Mais... Non, mais dites-vous qu'il ne s'entraîne pas tout seul non plus, Alexis Lafrenière. En ce moment, il doit être avec déjà des coéquipiers. Peut-être qu'ils peuvent s'entraîner en petits groupes déjà. Donc, pour moi, là, vraiment, là, je comprends la décision des Rangers de New York. Puis même affaire pour Capo Caco. Capo Caco qui a joué... C'est sûr que c'était pas une grosse saison pour lui l'année passée, mais quand même, il a joué la saison complète là-bas. Il va recommencer les camps dans pas long. Même affaire pour Jack Hughes. J'aurais même pas envoyé Kirby Dach. Moi, j'ai trouvé que les Hawks, les Blackhawks de Chicago ont été assez rapides sur la déchette en l'envoyant là. Je pense que c'est un gars de la Ligue nationale.
Ils prennent une chance. C'est un gars de la Ligue nationale. Ouais, mais... Il faut qu'il soit prêt à avoir un gros rôle cette année, Kirby Dach. Écoute, je Ouais, mais les Blackhawks, ils l'ont annoncé qu'ils sont en reconstruction. Et je pense qu'ils s'en foutent un peu de l'année qui s'en vient. Ils savent qu'ils vont en scraper, tu sais. C'est quand même le développement d'un de tes jeunes aussi, tu sais. Puis, justement, si t'es en reconstruction, t'as besoin de tes jeunes. T'as besoin de ton centre d'avenir, Kirby Dach. Non, Moi, je les ai trouvés rapides sur la gâchette. Là, c'est une équipe qui peut se revirer assez de bord vite aussi, Chicago, avec les joueurs qui ont quand même. à leur portée. Là, donc, c'est sûr que Kirby Dach, c'est vrai que, comme vous dites, j'abonde dans le même sens. C'est rare, mais... Ouais, c'est rare aussi. Mais je regardais les matchs aussi, là, les matchs entre l'équipe de Canada, rouge comme blanc, Kirby Dach qui dominait complètement tous les gars à la glace, physiquement, la rapidité, la vitesse d'exécution, il y avait une coche en haut de tout le monde. Écoute, il y a quelques joueurs qu'on attendait. Prends une chance. Quelques joueurs qu'on attendait, par exemple, qu'ils n'ont pas performé au niveau des attentes qu'on attendait d'eux autres, là, des joueurs. Tu veux dire au camp ou? Ouais, au camp, là, les petits matchs blanc contre rouge. Brandon Gould, entre autres. Là. Caden Goulet, Caden Goulet. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a des matchs, comme c'est quand même tes coéquipiers, là. Tu feras pas comme. C'est dans quel pays que le gars s'est fait expulsé de l'équipe parce qu'il gelait tout le monde. Puis... La Slovaquie, c'est Maxime Tchaïkovic qui était. Ben, tu sais, ça, c'est pas mieux, là, tu sais. L'ancien des Sea Dogs, ça. Ouais, l'ancien des Sea Dogs s'est fait mettre dehors du camp de la Slovaquie au World Junior parce qu'il a fait des gestes assez. Ouais, mais moi, c'est comment ils l'ont nommé, là, c'était quoi? Ouais, genre. Pas pour le. Sauvage, là. Mais je me rappelle plus des termes qu'ils ont utilisés. Ben, c'était comme, donc, qu'est-ce qu'il a fait? T'sais, il a-tu abusé de quelqu'un dans le locker room? C'était genre des gestes inhumains. Sa glace était sauvage. Là. Écoute, ils se sont dit, écoute, il n'y a pas la. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce jeune-là. En plus, Maxime Tchaïkovic, je pense qu'il a joué à l'âge de 16 ans dans ce tournoi-là. Si je me trompe, 17 ans peut-être. Il était supposé être un des très très bons espoirs du draft l'année passée. Pas le dernier draft, mais l'autre d'avant. Puis en fin de compte, il a fini par tomber en. Je me rappelle plus où c'est qu'il a tombé. Je pense en 3e ronde. C'est le Lightning de Tampa Bay qui l'ont pogné. Mais moi, je me rappelle de ce gars-là parce qu'il jouait avec sa grille au World Junior il y a une couple d'années. C'était un des jeunes. Puis on voyait énormément gros Maxime Tchaïkovic. Puis ils viennent de se faire mettre dehors de l'équipe. Lui qui a joué les 2 dernières années avec cette équipe-là. Ouais, donc, c'est quand même fort. Assez spécial, ça. Ouais. Ben, tu sais, il y a drapeau au draft, c'est pas pour rien. Là. Ça a l'air d'être une tête folle un peu. Puis il y en a des gars avec des gros talents, mais pas tous là. Je leur revenais, moi, un petit peu à l'alignement des États-Unis. Vous dites qu'ils sont pas de calibre, mais. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Là. Pas dit qu'il n'était pas de calibre. Là. Non. Mets-moi pas des mots dans la bouche. Nous mettre des mots dans la bouche. T'es pas mal bon là-dedans, toi. Ah ouais? OK. Mais je t'ai dit la petite comparaison là, quand ma blonde a dit que j'ai dit qu'elle a un bouton, elle me dit c'est ça, tu me trouves. Je dis que Cofield, il y a du travail à faire, c'est ça, tu dis que Cofield, il est mauvais. Non, là, vos chicanes de couple, les boys, dans la chambre à coucher que ça se règle. Si on regarde l'attaque quand même. Ben, Thomas Bordelot, Kaliev, Nick Robertson. Zegras. Turcotte, Zegras. Écoute, ils ont 2 grosses lignes, c'est clair. Boldy. 2 très bons centres, là, Alex Turcotte et Trevor Zegras. Par contre, les Maple Leafs ont dit cette semaine que Nick Robertson, si le camp commençait dans les prochaines semaines, il ne prêterait pas Nick Robertson au World Junior, donc à Team USA. Ça ferait énormément mal à Team USA. Mais oui, comme vous dites, 2 très bonnes lignes à l'attaque. Là, gros gardien, là, par exemple. Spencer Knight, ça va être probablement un des meilleurs gardiens avec Askarov au World Junior. Est-ce que le Canada, peut-être ça. pas? Là. Je pense
Spencer Knight, c'est peut-être le meilleur goaler du tournoi avec Askarov. Ouais, puis tu sais, Jake Sanderson, Cam York à la défense. Ryan Johnson aussi. Ouais, Ryan Johnson, qui est quand même un bon défenseur aussi. À l'avant, ben là, t'as Matt Boldy, Trevor Zegras, Alex Turcotte, Bobby Brink, quand même, qui était là l'année passée, Arthur Kaliev. Il y a quand même une coupe de points d'interrogation parce que c'est pas une équipe sur papier, là, comment qu'on la regarde. Là, défensivement, les attaquants, c'est pas les. Tu sais, quand on pense à Arthur Kaliev, à un gars comme Arthur Kaliev, Cole Caulfield, c'est pas des gars qui sont. Très complets. Qui sont très complets, là, comme c'est des marqueurs naturels. Arthur Kaliev, c'est un sacré marqueur, mais défensivement, on dit. Il y en a même qui disaient que lui a droppé énormément là, dans le draft l'année passée. Je pense qu'il est tombé à fin de la première ou début deuxième, Arthur Kaliev. Puis il était répertorié là, dans certains des mock drafts, il était répertorié dans le top 10. Là, mais il a droppé à cause de ça, justement, parce que son côté défensif là, était vraiment atroce. Là, même. 33e, deuxième ronde. Ouais, c'est ça, 33e à la fin. En tout cas, je trouve qu'ils ont une bonne équipe, là. Mais tu sais, le Canada, on va couper des gars comme, écoute, je sais pas, là, peut-être un Samuel Poulain. D'après moi, on va faire l'équipe, là. Mais tu sais, tous les gars qui vont être coupés, là, ça va, c'est tout du monde, je pense, qui aurait pu faire l'équipe USA. Ouais, non, oui. Mais tu sais, ça reste une bonne équipe quand même. Ça reste une équipe qui est dure à faire là, pour. J'ai hâte de voir, honnêtement, Thomas Bordelot. Parce que moi aussi. Je l'ai vu jouer, moi, avec le Phoenix d'Esther Blondin. Puis c'est un joueur qui avait un petit peu baissé au repêchage. Ben, selon, finalement, il s'est pas rapporté dans la LHJMQ, mais son rang là, de sélection, quand on faisait les prévisions, là, avant qu'on sache qu'il s'en aille, c'est un gars qui était quand même pas un trop gros gabarit. On disait qu'il était rapide, mais on était comme pas trop sûr. Puis là, on dirait qu'on nous en parle comme si c'était devenu une grosse vedette aux États-Unis. Fait que de voir son développement, de voir où il est rendu, j'ai vraiment hâte de le voir moi aussi. au championnat mondial. Ouais, il risque d'avoir peut-être un rôle plus effacé cette année, mais c'est vrai que Thomas Bordelot, il connaît un bon début de saison dans la NCAA, Thomas Bordelot. Donc, oui, ça va être lui puis Brandon Brisson. 7 passes, 10 points en 6 games, je pense. Ouais, c'est ça. C'est quand même des bonnes stats ça, pour lui. Donc, j'ai hâte de le voir, lui puis Brandon Brisson. Là, donc, puis c'est sa première année universitaire en plus. Oui, exactement. Exactement. Première année universitaire pour lui. Il joue avec une grosse équipe quand même à Michigan. Il joue avec Brandon Brisson et compagnie. Ils ont une bonne relance avec Cam York puis Owen Power à la défense. Là, donc, le powerplay là-bas, il est fort. Puis Bordelot puis Brisson, ils ont du temps à powerplay. Donc, c'est bon pour eux. Là, mais... J'ai hâte de voir... J'ai bien hâte de voir, ouais, c'est ça. Mais il n'a pas été repoussé. Là, on avait entendu dire que ça se pouvait, puis finalement, il n'y a pas de décision qui a été prise ou ils ont décidé de ne pas le repousser? Il n'y a pas de décision qui ont été prises pour le tournoi. Il est encore cédulé pour commencer le 25 décembre. OK, parfait. Donc, ça va être intéressant de voir ça. J'ai hâte c'est mon tournoi préféré. Ouais, moi aussi. Tournoi dans le temps des fêtes, les vacances, on s'assied dans le divan, on s'ouvre une petite bière ou des fois c'est un café parce que ça commence de bonne heure le matin. Tu mets ton cadran à 7h30 pour être sûr de pogner la game. C'est au Canada, au moins, c'est pas en Europe. Rénald Chiasson qui nous demande tu regardes ça où? Très beau hockey. Ouais, parce que Sébastien Plante qui abondait dans mon sens un peu la NCAA, il dit que ça fait une dizaine de parties qu'il regarde cette semaine dans la NCAA. Il dit moi je trouve que c'est plus rapide que le junior majeur. Les gars sont plus matures, plus vieux, plus forts. Et il dit qu'il ne parle pas vraiment de talent, mais il dit que pour ces points-là, la NCAA est supérieure. Il dit qu'il comprendrait, il prendrait plus une ligue comme la USHL là, pour mettre en comparaison avec la LHJMQ. Je pense que la LHJMQ est peut-être un petit peu en haut de la USHL quand même, là, mais
c'est comme un entre-deux, si tu veux. Moi, en tout cas, moi, je crois, là, mais encore là, de comparer ces ligues-là, c'est... Est-ce qu'un peu, j'ai eu une discussion aussi avec un auditeur, je ne sais pas s'il est là. Je parlais aussi des prep schools aux États-Unis. Il y en a quand même des bons. C'est un peu comme les universités, c'est vraiment dilué. Mais tu sais, Shattuck St. Mary's, là, pour vrai, tu parlais des équipes qui avaient 7 choix de première ronde, mais tu sais, eux autres, ils ont eu des grosses vedettes là, comme Crosby, McKinnon, Parisé, qui sont passés par là. Fait que, sauf que les gars en prep school, habituellement, sont plus jeunes. Ils sont même plus jeunes que le junior. Ça ressemble un petit peu au junior, mais d'après ce que Sylvain a dit, c'est la même chose. C'est juste que les prep schools, c'est plus école, concentré sur l'école. La USHL, c'est une autre option. C'est une autre ligue junior. Mais habituellement, les bons joueurs là, à leur année repêchage, là, mettons qu'on prend une année post-repêchage, qu'ils appellent, mettons, leur année de 17 ans, il y en a certains qui jouent en prep school, mais après cette année-là, c'est soit qu'ils font ça en NCAA ou vraiment c'est rare que tu vas voir des gars de 18 ans dans les prep school américains. Là, je te parle des bons joueurs américains. Là, c'est rare que tu vas les voir en prep school là, à 18 ans. Tu sais. Ce qui fait que... Je voyais la Rénal Chiasson, tu parlais, là, mais il a demandé aussi, tu regardes ça où à Sébastien Plante. Où c'est que le monde peut retrouver? Sur Hockey TV, que vous pouvez regarder ça, la NCAA? Oui, la NCAA, tu peux l'écouter sur Hockey on TV. Faut être HockeyTV.com, c'est ça? Onhockey.tv. Hockey. Oui, excuse-moi. Puis, c'est ça, il y a pas mal tous les matchs là-dessus gratuits en streaming. Souvent, il faut être un VPN là, qui appelle là, pour localiser, pour te localiser comme aux États-Unis, puis aussi protéger les virus. Là, ça l'aide, un VPN. Les IP, c'est pour cacher ton adresse IP, dans le fond. Oui, exactement, dans le fond. Puis, il te faut ça pour regarder ça. Ou sinon, tu peux tout simplement acheter des forfaits. Comme, mettons, si tu veux écouter Wisconsin, tu peux acheter des forfaits sur BTN+. Donc, c'est ça. Pour si tu veux regarder du NCAA, c'est pas mal là-dessus. Good. C'est Rénal Chiasson qui posait cette question-là. Ben ouais. Okay. Ben, Sébastien Plante, il vient de mettre le lui, c'est onhockey.tv. Ben, c'est onhockey.tv. C'est ça, exactement. Sébastien, il l'écoute sur la même plateforme que moi. Et la résolution est souvent bonne. Ça dépend à quelle ligne que tu prends, mais c'est vrai que c'est un bon site pour ça. Good. Fait que, y vas-tu avec notre invité? Ben ouais. Ça peut. Oui. Ouais, aujourd'hui, j'ai comme migré là, au nouveau Facebook. Fait que je peux plus comme inviter des gens comme que je faisais les autres semaines. Donc, si vous voulez partager le monde à la maison, le podcast, n'hésitez pas. Hop, la caméra. Hop, on ne te voit pas. Bonjour, messieurs. Salut. Salut, Laurent, ça va bien? Très bien, et toi, Sébastien? Oui, super. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ben, on a plus la chance de se poser dans les arénas, donc c'est ce qui est... depuis mars dernier, depuis le COVID, souvent tu recroises assez régulièrement le même monde dans les arénas, puis on avait la chance quand même de se poser assez régulièrement au riverain. Fait que c'est un peu ça. C'est sûr que ça change la routine, comme on dit. Donc, Lawrence, tu es recruteur pour les Cataractes de Shawinigan, mais aussi pour d'autres organisations. Là. Peux-tu nous faire un petit résumé là, de ta carrière, de ton pedigree, de ton background? Okay, ben, depuis, dans la Ligue junior majeure du Québec, ça fait 2 ans que j'étais avec les Cataractes de Shawinigan, comme tu as dit. J'ai été 5 ans auparavant avec les Huskies de Rouyn-Noranda. J'ai été aussi, depuis 5-6 ans, j'étais avec les Redmen de McGill au niveau du recrutement.
j'amène surtout un peu mon expertise d'avoir vu évoluer les jeunes de l'âge de 15 ans à 20 ans. Donc, je connais bien le bassin là, qui peut être intéressant pour une équipe de la CIS comme McGill. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu aussi pendant 2 ans avec les Panthers Saint-Jérôme, avec un de mes amis là, qui était Pierre Bergeron à l'époque, assistant directeur général. Puis c'est un peu ça, avec les Huskies, on a eu des bons moments à la fin. On a eu la chance de soulever la Coupe du Président, Orioles. Fait que, ça a été des belles années. Ça a bien conclu mon moment avec les Huskies. Puis c'est un peu mon background dans le junior majeur là, des dernières années. Là. Good. J'avais vendu aussi à Lawrence là, l'entrevue, comme quoi qu'on voulait savoir un peu qu'est-ce que ça faisait le travail d'un recruteur. Est-ce que tu peux me parler un peu comment que ça se passe? Tu arrives à l'aréna, c'est quoi ton travail en tant que recruteur? Ben, c'est pas vraiment un travail parce que je peux pas en vivre. Donc, c'est sûr que en tant que tel, j'ai un autre métier à temps plein depuis. Ça fait déjà 8 ans que je suis dans le recrutement, dans le monde du hockey, puis j'ai toujours eu un emploi à temps plein. Donc, dans le recrutement, faut que tu sois dédié, faut que tu sois à l'aréna. Honnêtement, il n'y a aucun autre secret que d'aller voir des matchs live, d'avoir le feeling sur des joueurs que tu as vus au début de la saison, au milieu de la saison, à la fin de la saison, de voir la courbe de progression de ces joueurs-là. Puis, plus tu vas en voir, plus tu vas avoir des bons feelings, plus tes feelings vont t'amener dans le sens, convaincre les gens autour de toi, puis convaincre ton organisation de faire le choix d'y aller avec un joueur. Donc, c'est un peu ça au niveau de... Vous êtes combien de recruteurs, mettons, par équipe? Ça dépend des équipes, selon les budgets et tout. Là, je te dirais que ça varie d'une équipe à l'autre là, dans la ligue. Juste pour, chez nous, à Shawinigan, toujours le recruteur-chef chez nous, c'est Mario Carrière, assistant directeur général, avec Martin Mondou qui est comme directeur général. Puis comme dans les recruteurs, on est 5-6 au Québec, plus un à Martine, plus quelqu'un a des contacts aux États-Unis, des fois aussi. Donc, pour les Américains qu'on doit repêcher. Donc, c'est à peu près ça, une équipe de recruteurs. Peut-être des marchés que c'est un peu plus, il y en a que c'est un peu moins, puis c'est sûr que ça varie beaucoup entre les équipes des Maritimes puis du Québec. Les équipes des Maritimes ont peut-être des fois un peu plus de recruteurs des Maritimes, un peu moins au Québec, des choses comme ça. Donc, c'est un peu là, je te dirais à peu près, c'est une équipe de management, de recrutement, puis de staff d'environ, je te dirais 7 à 10 personnes selon les staffs. Vous splittez les équipes que vous allez voir. Toi, as-tu des équipes que c'est tout le temps ces matchs-là que tu vas voir? Comment ça va? Il y a des territoires. C'est sûr qu'il y a tu sais, le Québec, c'est vaste. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, tout ce qui est disponible pour le repêchage au niveau junior majeur et comme vous le savez, là, à la Chicoutimi, c'est pas évident, ou à la Rimouski, ou nous, c'est le Midget 3, c'est Jonquière, c'est Rivière-du-Loup, c'est Trois-Rivières. Donc, souvent, il va y avoir un scout à Québec, un scout, moi, je suis basé à Longueuil, je suis plus région de Montréal, Rive-Sud, j'ai la chance d'aller à Rive-Nord, mais en même temps aussi avec les années, puis avec finis par aller voir un peu partout. C'est important d'avoir une bonne étendue aussi de tes viewings sur les joueurs. Je m'excuse pour le mot anglais, le viewing, là, mais pour nos viewings sur les joueurs, d'avoir un certain équilibre. Si j'ai vu 10 fois des joueurs de Collège Charlemagne, mais que j'ai vu seulement 2 fois Lévis, malheureusement, je pense pas que mon opinion va être vraiment bonne si on arrive à comparer des joueurs de ces deux équipes-là. Donc, oui, c'est important d'avoir chacun notre région, mais c'est important aussi d'avoir une bonne idée globale de l'étendue du repêchage pour pouvoir en discuter là, quand on a des réunions. Comment que ça marche? Tu arrives à l'aréna, tu te dis, OK, aujourd'hui, est-ce que je regarde un joueur en particulier ou tu regardes la partie puis tous les joueurs qui sont dans la partie? Est-ce que tu as comme un programme pour répertorier des statistiques ou les notes que tu prends? Comment que ça marche? Oui, comment ça fonctionne, c'est que quand on arrive au midget 3, souvent,
C'est des joueurs basés de 15 ans, 15, 16 puis des fois 17 ans. Les joueurs de 15 ans sont éligibles au repêchage pour la première fois. Les joueurs de 16 ans, il y en a qui sont non repêchés, il y en a qui appartiennent à d'autres équipes, il y en a qui t'appartiennent aussi. Puis des joueurs de 17 ans, il peut y avoir des free agents, il peut y en avoir qui sont disponibles. Ils peuvent être aussi à d'autres équipes. Moi, quand j'arrive à l'Arena, c'est sûr que c'est la première priorité, comment je pourrais appeler, dans le sens, c'est de se concentrer sur les 15 ans, les joueurs éligibles au repêchage. Par la suite, s'il y a des 16 ans qui sont dominants quand même, qui ne sont pas repêchés, il y en a eu quand même là, dans les dernières années qui ont fait des belles ascensions. Je regarde Simon Pinard qui était sorti en début de deuxième ronde, Jordan Spence, c'est des gars qui avaient sorti très rapidement dans le repêchage. Ils avaient été repêchés à 16 ans. Puis si je retourne à plus loin, je pense que Mathieu Perrault avait été repêché à 16 ans aussi en première ronde parce qu'il avait été ignoré à l'époque dans les 5 premières rondes à 15 ans. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, la première priorité, c'est souvent les joueurs de 15 ans, ceux que c'est leur première année. Par la suite, on va vers les joueurs de 16 ans. Puis aussi, si on a la chance d'avoir des joueurs qu'on a repêchés de l'année d'avant qui jouent dans les matchs midget 3, on va regarder leur progression, on va prendre des notes, on va faire un rapport à la direction. Tu évalues tout ça comme, mettons, patin sur 10, lancer sur 10, c'est comme... Oui, il y a des équipes, on a tout notre système de cotes, si on veut. On regarde beaucoup d'aspects d'habileté, si on veut, si on regarde les habiletés d'un joueur, souvent le patin, comme tu as dit, nous, on note sur 5, mais oui, ça pourrait noter sur 10. Il y en a qui notent sur 4, il y en a qui notent sur 6. C'est ton système de numérotation, si on veut, puis après ça, dans le sens, c'est juste d'évaluer le patin, la mobilité d'un défenseur, sa première passe, l'aspect physique, son niveau de compétition, son hockey sense offensif, son hockey sense défensif, ses habiletés avec la rondelle, son aspect à jouer dans un attaquant, à être dans un tight area, puis avoir la chance de laisser aller un bon shot. C'est toutes des choses que tu regardes pour te faire ton évaluation du joueur. Puis oui, après ça, on arrive à la maison, puis on a la chance d'avoir un programme qui nous permet de rentrer ces notes-là, puis aussi de ne pas avoir à les rentrer à chaque fois. Donc, quand tu as vu un joueur une première fois, tu crées sa fiche, si on veut. Tu peux écrire un rapport sur sa rencontre, puis en plus de ton évaluation de ses notes sur son patin, sur ses skills, sur son... Y a-t-il un ordre aussi, tu sais, mettons, que vous priorisez ou que vous mettez en avant, tu sais, quand vous regardez un jeune de 15 ans quand même, est-ce que vous mettez comme son caractère ou son patin vraiment? Parce que les jeunes de 15 ans, ils peuvent se développer, fait que c'est dur de... Une bonne question dans le sens que tous les aspects du match sont importants, mais c'est sûr qu'il y a certains aspects qui t'amènent peut-être à te développer davantage. Moi, je pense que quand tu as beaucoup de hockey sense, tu compétitionnes puis que tu as le patin, tu as 3 aspects qui te permettent d'aller à l'autre niveau. Le patin, comme tu as dit, c'est rendu une chose primordiale dans la game. Honnêtement, je pense que du jour, la game, elle ralentira pas. Du jour au lendemain, elle va aller de plus en plus vite. Puis, je veux dire, si on regarde, il y a 20 ans, les tapes, aujourd'hui, on voit déjà l'évolution. Puis, les gars, c'est des machines aujourd'hui à 15 ans, à 16 ans déjà. Donc, tous ces aspects-là, c'est sûr que quand tu as des aspects comme le hockey sense, comme Pete Level, qui sont toujours, un gars qui compétitionne toujours, des exemples à la Gallagher, que c'est des gars qui ont peut-être moins de talent naturel que d'autres, mais en bout de ligne, ils compétitionnent tellement qu'ils passent par-dessus le temps. Ben, tu sais, je comprends que vous avez, tu sais, comme tu regardes un joueur de hockey, les skills de base, comme tu nous parles depuis tantôt, c'est bon. Moi, je me demande, est-ce que, mettons, je sais pas, moi, chaque équipe vise, mettons, tu sais, à un moment donné, on entendait parler que le Canadien, c'était important, le caractère, il voulait des gars de caractère. Ça arrive-tu d'un fois que l'équipe vous donne des, tu sais, je sais pas, moi, des mandats, un peu... C'est sûr que ça va avec la ligne directrice de ton équipe, de ton directeur général, de ton entraîneur. C'est sûr que des fois aussi, à l'époque, je regarde avec les Huskies, à l'époque,
on avait peut-être besoin de se grossir à un certain niveau dans notre depth chart. On savait qu'on avait quand même du talent, ou des fois, tu peux remarquer que tu as plus de défenseurs dans ton depth chart qui s'en vient, ou vice-versa. Donc, ça peut avoir un effet, mais je pense qu'il ne faut pas non plus que tu regardes trop ça, parce que si tu manques un gars dans le sens qu'il devient une superstar parce que tu as choisi une position, ça va rejouer contre toi. Donc, tu peux toujours rebalancer ça avec des transactions par la suite. C'est sûr qu'il faut prioriser le talent, mais en même temps, c'est sûr que tu ne fais pas une équipe avec juste du talent. Ça prend des gars de rôle, ça prend des gars qui étaient comme des défenseurs défensifs. Si tu prends juste des puck moving puis des gars qui sont offensifs, c'est sûr que tu vas accorder des buts. Fait que c'est un talent de monter et de bâtir une équipe qui est équilibrée avec des forces que tu as besoin, puis de certains aspects d'un joueur, puis d'autres forces d'un autre aspect d'un joueur qui font que tu as le meilleur duo défenseur ou de la meilleure ligne possible. Les gars, ils parlaient de caractère aussi. Dans le fond, je me demandais pour savoir un peu les joueurs sont comment, leur caractère. Là. Est-ce que tu as des rencontres avec eux? Est-ce que tu demandes à leur coach comment est-ce que les jeunes sont matures? Quand on a la chance, dans le sens d'avoir eu la chance de les évaluer pendant toute la saison, on tombe souvent dans le processus, comme tu disais, d'entrevue puis de parler avec les coachs. C'est le dernier devoir en tant que tel, souvent. On a fait notre propre évaluation. Après ça, dans le sens, on veut avoir le pouls de l'entraîneur quand même qui l'a côtoyé toute l'année. Ils ont quand même des in qui est important. Puis si on regarde dans la Ligue nationale, ils font les mêmes genres de devoirs aussi. Puis le processus d'entrevue est très important pour aller chercher un peu l'attitude d'un gars. Puis aussi, en rencontrant quelqu'un, tu peux quand même avoir des feelings. Tu peux avoir une bonne vibe. Tu peux avoir des choses que tu as aimées dans l'entrevue qui ont dit. Tu peux voir la passion d'un gars aussi en entrevue en posant des questions. Donc, je pense que. Moi, j'ai une question un peu spéciale. Vu que les arénas dans le midget 3 sont quand même plus petites, puis tu as des sections avec les parents des jeunes, est-ce que tu as déjà entendu des commentaires des parents de jeunes, comme ils disaient ce jeune-là, il joue tout le temps comme ça, pourquoi son caractère, si ça, puis là, tu t'es dit, oups, il y a peut-être un red flag. La pomme tombe pas loin de l'arbre, tu veux dire? Ouais, quelque chose du genre. Mais dans le sens, tu parles de son père, ses parents à lui, ou dans le sens des parents d'un autre? Oui, les parents de l'équipe ou ses parents à lui, là, tu sais. Oui puis non, dans le sens qu'il ne faut pas non plus, des fois, oui, le parent peut être intense ou quoi que ce soit, mais quand ça arrive à être junior majeur ou NHL, je pense pas que le parent va se pointer dans le bureau ou va dire comment coacher à nos entraîneurs. Donc, oui, je pense que ça peut être un red flag, comme tu as dit, dans le sens comment ça se passe à la maison. Puis, je veux dire, c'est important quand même d'avoir une certaine équilibre dans notre vie, que ça soit mentalement stable pour le kid. Mais en tant que tel, je veux dire, on rencontre les parents aussi au niveau des processus d'entrevue, des fois aussi quand ça arrive que c'est des joueurs plus importants qu'on va faire en première, deuxième ronde. Donc, on réussit à aller chercher un bon background du jeune puis d'avoir une bonne idée là, de ce qui s'en vient chez nous. Là, on a une question d'un de nos auditeurs qui est souvent sur le party, là, Jeff Limoges. Il veut savoir si les jeunes sont souvent sur le party. T'as-tu rencontré des kids pleins de talent, mais que tu savais que ce gars-là, il était pas assez sérieux, pas focus, il faisait trop le party? C'est des choses qui arrivent à cet âge-là. C'est tricky un peu, là, mais... non, je suis pas obligé de nommer de nom. C'est sûr que je dirais dans la vie de tous les jours, il y a du monde de party. Je pense qu'il y a des avocats qui sont de party, il y a des médecins qui sont de party. Je pense que quand on dit ça d'un joueur de hockey, oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il y en a dans la société en tant que tel, du monde qui font de l'excès. En tant que tel,
c'est sûr qu'en étant dans ce monde-là, des fois, tu entends des histoires, mais je veux dire, ça reste personnel à ces gens-là. Puis je pense pas que je serais une personne. Je suis pas une genre de personne qui va dire de ce genre d'histoire-là. Là, mais ça va-tu affecter le rapport que tu vas faire du jeune quand tu le sais qu'il est peut-être plus sur le party, tandis que l'autre qui est plus sérieux? Ou? Ouais, c'est sûr que si tu as des échos sur certaines choses qui peuvent arriver, c'est sûr que ça lève des red flags. Dans le sens que, je veux dire, sans dire que tu vas totalement l'éliminer, mais oui, ça pourrait jouer un peu dans. Si tu as deux gars qui sont équivalents, mais qu'il y en a un qui a des red flags, puis il y en a un autre qui, dans un sens, tu es sûr de ta shot, puis c'est un. Tu n'as pas de red flag. Je pense que c'est la logique dans tout. Là. Ouais, tu serais fou de ne pas pogner l'autre. C'est un employeur qui veut engager deux personnes, puis dans le sens, il y en a un qui a des red flags, puis l'autre, il n'y en a pas, ben, les deux sont pas mal équivalents. C'est dans la vie de tous les jours. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on projette, à qu'est-ce qu'on fait, puis c'est important. Là. Effectivement. Mettons qu'on se transporte là. Pour le repêchage, là, la préparation, là, c'est quand que ça marche? Est-ce que vous faites une liste? On entend parler que les équipes de la NHL font ça comme une genre de liste. Là, puis après ça, les recruteurs, il faut qu'ils fightent pour leurs joueurs là, à la table, rendu au repêchage. C'est-tu de même aussi, vous autres? Oui, ben c'est le même processus. Je te dirais que c'est sûr que depuis mars de 2020, ça a changé pas mal. Je te dirais qu'il y a beaucoup de rencontres Zoom, Skype, puis ça a été un tout nouveau processus dans les derniers mois, puis on l'a encore à apprendre à tous les jours avec qu'est-ce qu'on vit. Mais oui, dans les dernières années, puis c'est un peu le même processus. Dans le sens, on fait beaucoup notre évaluation au courant de l'année. On passe les entrevues. Après les entrevues, on commence à dresser la liste finale avec les recruteurs. Puis comme tu dis, tout le monde amène ses arguments, puis c'est ce qu'il aime sur un joueur, puis il va débattre, puis ça fait des fois, des caméras dans ces meetings-là, ça fait des bons shows. Honnêtement. Y a-tu des flamèches des fois? Là? On est dans le bas de Crunchy. Il y a eu des flamèches, mais en autant que ça reste dans le respect. Dans le sens, c'est la personne, elle aime pour une raison, toi, t'aimes pour une raison, puis là-dedans, faut se respecter, puis les années font juste en tant que tel, on découvre qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a projeté, parce qu'en tant que tel, là-dedans, on n'a pas la science infuse, puis on va se tromper, puis on va faire des bons coups. Il y en a des fois qu'on va se tromper complètement, puis c'est un peu la beauté d'un repêchage, puis c'est beaucoup de projections, c'est de voir la progression d'un gars dans une année, à 15 ans surtout. Fait que, ça change des fois, des débuts de saison, 15 ans, rendu à la fin de la saison, c'est plus pas en tout le même joueur. C'est une bonne histoire, là, Seb, je me suis occupé parce que ça vient de me fâcher. Ma Ferrière, qui était, je sais pas si il était à 20 ans à Blainville, puis il a été repêché dans la Ligue nationale. En début d'année, là, c'était un gars de 4-5e ronde, puis ça a été long avant que. Puis le gars est sorti dans le top 12 ou 10, si je me souviens bien. Là. Puis il a fait une courbe fulgurante, il est arrivé en playoff, il était un des joueurs les plus dominants. Ça arrive, ce genre de progression-là, comme tu dis. Puis des fois aussi, la projection qu'ils vont faire entre 15 et 16, quand tu les as repêchés, on va dire à 15 ans, puis là, tu te revois l'année d'après à ton camp. Là, déjà, tu vois aussi une grosse progression. Fait que, tout ça, c'est la beauté du métier, un peu. Là. Moi, je suis pas mal sûr que je vais voler une question à Seb, là, mais je vais le faire pareil. Y a-t-il un coup que t'es vraiment fait, comme tu disais, on disait tantôt là, que vous vous battez un peu pour vos joueurs que vous regardez dans vos régions. Là. Y a-t-il un gars que t'as poussé énormément fort? T'es vraiment fier d'avoir poussé parce que ça a donné un bon résultat au fil des années. Ouais, ben, c'est sûr qu'avec les Huskies, puis dans le sens, avec les Cataractes, je viens juste de commencer, j'ai eu un repêchage dans le sens fait que les gars ont encore 16 ans, ils n'ont pas progressé comme on va voir dans les prochaines années. Mais à ma première année, tu veux un petit peu une anecdote, à ma première année avec les Huskies,
C'est un choix de deuxième ronde, par hasard? Ou... Ouais, ben c'est là que je m'en allais un peu. Le choix de deuxième ronde des Huskies était dans le milieu fin de la ronde. Puis, j'avais un gars que j'avais poussé toute l'année, puis que c'était vraiment... J'aimais beaucoup son upside à long terme, puis je voyais beaucoup de potentiel en lui. Puis à la table, je vais toujours me souvenir, dans le temps, il y avait encore André Tourigny dans le staff avec nous, mais c'était Gilles Bouchard, puis il y avait Raphaël Pouliot comme recruteur-chef. Puis André, parce que c'était joué entre deux gars, on était rendu à notre choix, puis Félix est encore, parce qu'on parle de Félix Bibeau, Félix est encore disponible. Puis je me souviens, André Tourigny m'avait pointé, il m'avait dit « T'es sûr là, que Félix, ça va devenir un bon joueur? » Puis j'avais comme vraiment renchéri sur mon point de toute l'année. Puis on a choisi Félix Bibeau, puis l'histoire s'est écrite toute seule dans le sens qu'on a gagné la Coupe du Président, puis la Coupe Memorial, il a été une pièce maîtresse de ça. Puis je veux dire, on a eu un bond un peu, Félix et moi, là, à ce niveau-là. Puis disons qu'on a eu des bonnes histoires puis des bons souvenirs là, que je vais pas garder là, de ce premier, si on veut. Parce qu'on avait repêché Louis-Philippe Côté en première ronde. Mais Félix, qui était dans ma région, j'avais vraiment travaillé un peu plus fort dans un sens là, à pousser pour lui. Puis c'est sûr que celui-là va être toujours spécial. Il y en a quelques-uns d'autres, puis il y en a plein d'autres. Puis je regarde des invités aussi qu'on a invités puis qui jouent encore dans la Ligue à 20 ans. C'est un gars comme Brendan Frateroli qu'on avait invité du Lac-Saint-Louis. On a échangé parce qu'on avait c'est l'année qu'on était à la Coupe. Non, l'année avant qu'on était à la Coupe. Puis on l'avait échangé dans un trade à Gatineau. Puis il a joué à Gatineau, à Québec, à Bécomo. Il joue encore à 20 ans. Puis ça avait été un invité à 16 ans. Là, il avait même pas été repêché. Donc, des histoires comme ça, c'est sûr que c'est toujours le fun. Là. Parlant d'histoire, tantôt, quand on s'est écrit, tu m'as dit que tu avais des petites anecdotes pour moi. Je vais t'en donner pas pire. Là. Ouais, celle-là était bonne. On a eu justement Félix aussi à l'émission il y a environ 2 mois pour nous parler. OK. Mais, tu sais, en termes d'anecdotes, dans quel sens, à quel niveau, au niveau du repêchage? C'est sûr que les... moi, je vais t'en compter une entre toi et moi. Je vais pas le mettre dans la malle, là. Non, mais ça va venir à une question. Okay. Je me souviens que quand on jouait au hockey ensemble, à un moment donné, tu sais, moi, j'étais avec, je pense, Châteauguay, ou les Riverains. Puis là, je t'avais demandé, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Lui, es-tu pas fait? Lui, es-tu pas fait? Puis tu m'avais répondu, désolé, je peux pas te parler de ma job, de qu'est-ce que je fais, c'est secret. Puis là, tu sais, quand je vais sur la Galerie 13, des fois, je vous vois entre recruteurs, puis je vois vous jaser, je suis là, Chris. L'autre fois, il me dit, genre, que. Ah non, mais il parle, on dirait à tout le monde, les recruteurs. J'espère qu'il leur parle pas de joueurs, en tout cas. Est-ce qu'on parle on parle de tout et de rien, sauf de ça. Dans le sens. C'est le seul sujet qu'on parle pas, parce que. Puis, tu sais, pourquoi je t'avais dit ça, c'est que. C'est quand tu trouves quelqu'un puis tu trouves une perle dans un sens, tu veux essayer de la garder puis tu veux pas qu'elle se fasse découvrir. Fait que des fois, même juste la progression d'un gars dans une année peut toi tu le vois déjà gros, puis là il y a des gros playoffs incroyables. Fait que là tu le sais qu'il s'est mis encore plus en évidence. Fait que c'est sûr que c'est toujours un peu secret, puis tu essaies de moins dévoiler tes cartes, puis tu sais, le plus que tu vas en repêcher, que t'aimes puis que tu crois, le meilleur sont tes chances d'avoir du succès, d'avoir des bons pics, puis d'avoir des gars qui ont du succès dans la ligue. Donc c'est sûr qu'on essaie toujours d'être cachetier, puis Là-dessus, qui te pose des questions quand même, qui s'essayent ou Bah, c'est sûr, des fois, ça. Qu'est-ce que tu penses, ce gars-là? Des fois, ça peut s'essayer, mais je veux dire, dans le reste, je veux pas aussi,
faut se respecter que lui fait sa job. Puis en même temps, ce que moi je peux aimer, puis l'autre recruteur, il peut ne pas l'aimer non plus. Là. Donc, c'est question de goût là, mais je dirais plus que on est assez cachetier, puis on aime mieux se tirer à la pipe le soir du draft ou d'un jour d'après, puis qu'on s'est rendu là, on a tous fait les meilleures fois. Fait que c'est ça qui est le plus fun. Puis tu parlais que tu as travaillé avec Raphaël Pouliot. Maintenant, il est avec les Golden Knights de Vegas, c'est bien ça? Oui, lui, c'est ça. Ben, j'ai eu la chance de travailler avec Raphaël Pouliot puis Daniel Leblanc. Avec Daniel Leblanc, quand j'ai terminé avec les Huskies, j'étais assistant recruteur-chef, puis lui était recruteur-chef. Donc, lui rendu avec Minnesota aujourd'hui. Puis, Raph était avec Raphaël Pouliot était avec Vegas. Fait que ça a été deux bons mentors pour moi, deux gars qui ont un historique dans le hockey, qui ont eu la chance là, d'être des recruteurs-chefs à très jeune âge aussi, puis d'avoir monté dans la Ligue nationale. Donc, c'est des personnes que je peux voir un peu comme des modèles que j'ai vus aussi travailler, puis avec qui j'ai eu la chance de travailler. Donc, c'est toujours plaisant de voir que les gens avec qui tu travailles, puis que dans le sens, ils ont la chance de monter, puis que je regarde aussi Gilles Bouchard, qui était le premier directeur général, entraîneur, quand j'ai fait mon entrée dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis, dans le sens aujourd'hui, il est avec les Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Donc, c'est toujours... Quelque chose que toi, t'aspires, peut-être aller au niveau professionnel? Ben, c'est sûr que c'est toujours un rêve. Moi, j'ai toujours voulu être dans le hockey depuis que je suis jeune. J'avais pas eu la chance de jouer à un haut niveau, puis j'ai toujours cherché à rester dans le hockey. Donc, j'avais étudié en journalisme pour devenir représentant, puis cherchais un peu comment rentrer dans le monde du hockey. Puis j'avais rentré avec le Collège Charlemagne en tant qu'entraîneur au niveau du vidéo, Steve-A à l'époque. Puis c'est un peu en fil en aiguille que ça s'est fait. Puis, est-ce que j'y crois? On va le voir. Si ça arrive, tant mieux. Je veux dire, ça va avoir été un rêve de petit gars qui va avoir été réalité, mais je le vis. Honnêtement, j'ai déjà vécu mon rêve. Je vous dirais que quand je regarde ma bague de la Coupe Memorial Wow. je suis très choyé, puis honnêtement, j'en parle, puis j'ai des frissons. Fait que oui, sans mieux si ça arrive, mais j'ai déjà eu quelque chose que je recherchais dans ce milieu-là. Ça a été vraiment des belles expériences. Tu parlais que tu as fait le Steve-A, coach vidéo avec les Riverains. Je sais que tu as été aussi un peu dans les communications par la suite, que ce soit avec les Riverains, Châteauguay. Mais pour quelqu'un là, qui commence, qui voudrait être dépisteur, là, c'est quoi tu leur conseillerais? Y a-tu des formations à aller chercher pour peut-être mieux connaître le hockey du coaching? Là? Je te dirais, la première chose, faut que tu sois passionné, puis deux, faut que tu sois à l'aréna. Faut que tu trouves un moyen de te faire voir à l'aréna. C'est un peu comme ça que j'ai commencé. Chercher un moyen de rentrer dans le domaine du hockey. Comme je savais le potentiel que j'avais, je croyais en moi, je savais comment je connaissais la game. Fallait que je le prouve à cette heure à des gens qui allaient me donner confiance, qui allaient avoir confiance en moi, puis que dans le sens, ils allaient m'aider à monter un peu, puis à monter mon CV, puis monter les étapes. Moi, j'ai commencé comme ça, dans le sens, à l'époque, j'avais été au Collège Charlemagne quand j'étais jeune, je connaissais le staff là-bas, puis les nouvelles technologies arrivaient. On est une génération qui a quand même eu la chance d'être sur des ordinateurs jeunes. Fait qu'il y a un nouveau programme qui arrivait, découper des games live, puis dans le sens rentrer dans les entractes, puis monter des séquences de jeu. Fait que j'ai commencé comme ça pendant 2 ans avec les Riverains. Puis j'ai été avec Châteauguay. Puis ce 3 ans-là dans le midget 3 m'a permis d'avoir des contacts, de faire connaître auprès des recruteurs-chefs.
Puis, donc, à Rouen, ça a changé, si on veut, le staff de recruteurs. Raphaël Pouliot avait été nommé à cette époque-là un recruteur-chef plus jeune. Là, il y avait un trou, ça rive sud. Puis moi, j'étais tout le temps, ça rive sud. Je veux dire, c'est un concours de circonstances qui fait que il faut que tu pousses ta loc, mais dans le sens, ça va se créer tout seul dans le sens aussi. Fait que c'est un peu ça, moi, les conseils que j'ai donnés, puis c'est drôle parce que ça me revient souvent, c'est faut que tu sois à l'aréna. Faut que des recruteurs-chefs aient la chance de se dire, hey, cette personne-là, je vais lui donner, je vais la faire rentrer dans le staff, mais oui, elle va aller à l'aréna, puis oui, elle va aller voir des matchs parce que oui, souvent j'ai rencontré du monde qui me disait c'est quoi pour devenir recruteur, mais ils s'attendent pas à ce que tu vas faire 300 games par année. Puis, fait que tu vois 300 games par année? Ben, ma moyenne des dernières années, je te dirais, c'est ça. Ça, c'est 300 games live en personne que j'ai fait des rapports dans le sens. C'est beaucoup de games, pareil. Ouais, mais il y a des tournois là-dedans que tu fais 40-50 games en une fin de semaine. Tu fais pas 40-50 rapports différents, mais tu fais un rapport de tournoi sur le joueur. Mais oui, c'est une passion, c'est pas un travail à temps plein, mais ça vient avec quand même beaucoup d'heures, avec beaucoup de sacrifices. Fait que faut que tu veuilles, là. Faut que tu veuilles, puis il faut... Tu es capable d'avoir une blonde avec ça, ou... Je reviens à moi, les boys. Ça a été des fois un peu difficile à manager dans tout ça. Donc, en bout de ligne, oui, ça a été... faut que tu trouves, parce que le monde du recrutement, c'est un monde qui était peut-être un petit peu plus vieux. Fait j'ai eu la chance de discuter avec beaucoup de confrères par rapport à ça. Puis faut que tu trouves quelqu'un qui va comprendre le hockey, qui va comprendre les sacrifices. Puis ça se peut qu'un samedi matin, tu ailles aller à une game à quelque part, puis oups, tu reviens. Ou ton vendredi soir, faut que tu comprennes que oups, j'ai une game à aller voir au Midget 3 à Saint-Hyacinthe ou à Trois-Rivières des playoffs, puis que je vais revenir à minuit, 1h du matin. Ça peut arriver. Ouais. T'as commencé à quel âge avec le Midget 3 avec les Riverains? Autour de 24-25. Quand même. J'ai 32 aujourd'hui, puis autour de 25, si je me souviens. Ça va vite, déjà, là, mais... Ouais, fait que t'as fait les Riverains, t'as fait Châteauguay. Après ça, tu t'es allé avec le Rouen et les Huskies de Rouyn-Noranda tout de suite après Châteauguay. C'est ça, exact. Puis après ça, 5 ans à Rouen. Puis après après ma deuxième année, Raphaël Pouliot avait été nommé à Vegas. On a été 1 an, pas de recruteur-chef. Après ça, c'est Dan Leblanc qui a été nommé. Puis, si tu veux une anecdote, quand justement Dan Leblanc a été nommé à Rouen comme recruteur-chef, pourquoi j'ai suivi en étant assistant recruteur-chef, j'avais eu un appel de Charlottetown à l'époque qui m'offrait le poste de recruteur-chef. J'étais au camp. Puis j'avais eu cet appel-là. Puis après ça, avec des discussions en allant m'asseoir avec Gilles, puis avec Dan. Je voulais rester à Rouen. On avait des choses à terminer. J'aimais beaucoup l'ambiance à Rouen, puis comment on développait les joueurs, puis la confiance qu'il y avait au sein du repêchage. Fait que il m'avait offert le poste d'assistant recruteur-chef. Fait que ça a été un moment particulier. T'es au camp à Rouyn-Noranda, puis là, t'es à côté de tes boss, puis tu reçois un appel de PI, puis j'allais le prendre un peu plus loin, voir qu'est-ce que c'est quoi, là. Fait que après ça amenait à ça. Fait que ça a été un moment cocasse et agréable dans ma carrière.
Mais avec tous les joueurs que avec tous les games, c'est-à-dire que tu regardes dans ton année, là, tu dois pas avoir le temps de voir tes joueurs que tu as repêchés dans les années passées. Ben, je regarde beaucoup, oui, ben, on va dire, l'équipe pour laquelle je travaille, je vais regarder tous les matchs aussi, là. OK? J'essaie tout le temps de voir la progression, voir, me tenir à jour de ce qui se passe dans notre équipe. C'est sûr qu'avec le temps aussi, mon rôle là, prenait un peu plus de place. En tant que tel, c'est important de savoir un peu ce qui se passe avec ton équipe, surtout au niveau des transactions, des choses comme ça, pour bien évaluer. Puis aussi, quand ton directeur général il veut savoir ton opinion sur ton équipe, ben, je pense que c'est important de le savoir. Mais oui, je voudrais que c'est la Ligue nationale qui a pris le bord dans les dernières années. J'aime mieux regarder une game junior qu'une game de la Ligue nationale de maintenant. Juste pour. Mais j'aime mieux regarder entre Sherbrooke contre Blainville que le Canadien contre les Rangers là, ou contre les Islanders, parce que pour moi, c'est plus pratique. Puis c'est dans le sens, je vais chercher de l'information qu'on me garder à jour. Puis ça va, dans le monde du hockey, ça va vite. Puis le plus que tu es à jour, personnellement, je pense que ça me permet d'avoir la meilleure opinion sur les joueurs. JF Limoges dans le chat qui demande c'est qui le jeune que tu as rencontré depuis tes débuts qui t'a le plus impressionné, qui a le plus de talent? Ben, je dirais que celui qui m'a le plus impressionné, c'est de où qu'on l'a repêché puis qu'est-ce qui est arrivé. C'est sûr, c'est Raphaël Harvey-Pinard. C'est pas le gars qui a le plus de talent, mais je veux dire, Raphaël Harvey-Pinard, pour avoir été un choix de 8e ronde, à être capitaine de l'équipe de la Coupe Memorial à 19 ans, sa progression a été fulgurante. Cette année-là, quand on a repêché Bibo en 2e ronde, puis Raphaël Harvey-Pinard en 8e ronde, disons que ça a jumpé un peu parce qu'on venait de gagner en 2016. Fait que la reconstruction, elle a été beaucoup plus rapide grâce à l'évolution de ces deux joueurs-là, qui a été très, très, très. On l'a vu, les deux ont été repêchés à 19 ans, puis c'est des choses qui sont assez rares après avoir gagné. Je te dirais Raphaël Harvey-Pinard au niveau de progression. Les talents, c'est sûr que d'avoir vu une année complète d'Alexis Lafrenière à 15 ans, ça va être dur de battre ça. Personnellement, je vais toujours me souvenir, la première game de l'année, on venait de voir Parent puis Poulain toute l'année à 14 ans jouer pour CEB, pour Esther Blondin. Puis première game de l'année, c'est Saint-Eustache contre Esther Blondin. Puis tu avais Alexis Lafrenière contre Parent Poulain. Puis ça a fini, si je me souviens bien, ça a fini 5-4, puis Lafrenière a fait 2 buts, 3 passes, puis il y avait les deux autres étaient bons, mais il avait pris une coche, puis il avait joué Bantam, puis les deux autres avaient joué Midlet. Tu as parlé de Parent, il y a eu quelques articles là, dernièrement, comme quoi que le monde critiquait sa progression, si on veut, pour rester poli. Mais c'est quoi qui fait la différence d'un joueur qui se développe d'un autre comme Parent qui semble être se tarder peut-être là, à produire? Ben, je te dirais que c'est dur. Je trouve que les gens sont durs un peu, là, parce que c'est quand même des jeunes de 15 ans, des catégorisés flop ou en tant que tel. Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Non, mais je voulais pas dire flop, mais moi, honnêtement, Xavier Parent, je dirais pas que c'est un flop. Je veux dire, le gars, il joue dans la Ligue junior majeure du Québec, il joue sur la première ligne à Sherbrooke. Est-ce que c'est le superstar NHL que le monde parlait à l'âge Pee-Wee? Non, mais c'est là que c'est démesuré de mettre des standards à des jeunes qui ont 12 ans, qui ont 11 ans. C'est ça que ça crée. Ça a créé que quand on l'a vu, puis qu'il faisait 100 quelques points, ben là, on était là, c'est le prochain Mario Lemieux. Puis là, ben, il arrive une Jet 3. Oui, il est repêché 4e overall.
Puis après ça, il n'y a pas la carrière de faire 150 points parce qu'il est comme Mario Lemieux. Puis là, on le catégorise comme flop. Mais tout ça a été créé parce que, puis oui, on voyait gros. Fait que, je veux dire, c'est un peu. C'est un peu l'effet pervers dans le sens de donner des standards puis des attentes trop élevées. Exact, beaucoup trop jeunes. On a une question dans le chat, là, vu que tu as vu Samuel Harvey Pinard, dans le fond. Raphaël Harvey Pinard. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat est-ce que d'après toi, il y a un bon potentiel pour faire la Ligue nationale? J'y souhaite de tout cœur, honnêtement. Puis s'il y en a un qui peut y arriver, c'est lui, pour de le connaître personnellement, puis son vouloir, puis la personne qui est. Je suis sûr à 110% qu'il va faire tous les efforts pour jouer un jour une game dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va y arriver? C'est tellement dur rendu professionnel. Faut que tu aies les breaks, il y a tellement de facteurs qui fait que tu vas jouer ou non. Mais est-ce qu'il pourrait jouer sur peut-être une 3-4? Il y a le moule pour. S'il mesurait 6 pieds 1, je te dirais tout de suite, il va le faire. Des fois, c'est plate comme ça. Puis Raphaël, il a le plus gros cœur, il va arriver dans toutes les battles mais des fois entre 5 et 9 puis 6 pieds 1 pour un gars dans son rôle, puis ainsi de suite. C'est des choses comme ça dans la Ligue nationale qui font que tu vas réussir ou pas, comparativement à Junior, que ça arrive moins. Là. Ouais. Good. Lawrence, tu as été, on pourrait dire, un des piliers là, de la conquête là, des Huskies. Puis tu l'as dit, tu nous l'as confirmé que tu as été quand même quelqu'un qui a été, pas un artiller, mais quelqu'un, dans le fond, t'as aidé à repêcher Félix Bibeau, qui a été une pièce maîtresse pour l'équipe. Puis on le sait, le joueur qui est devenu. Je me souviens, sa première année de 15 ans, en saison régulière, on regardait peut-être plus Comtois puis Morin à l'époque, je me souviens. Mais il avait connu. Je jouais beaucoup sur une 3-4 en début d'année. Puis après ça, en playoff, il y avait eu un meilleur rôle. Il avait commencé exact. C'est pour ça qu'il était peut-être plus projeté, je te dirais, 3e ronde. Dans le sens où quand tu les aimes, faut que tu ailles les chercher. Puis c'est ce qu'on avait été faire. Puis des fois, ça paye comme ça. Puis ça avait été un bon choix à l'époque. Puis juste pour renchérir à l'époque, quand il y avait 2 joueurs, l'autre joueur, là, il a joué contre nous en Coupe Memorial pour Halifax. Fait que, il était pas mauvais non plus. Mais on va regarder pour trouver c'est qui. Ouais, il est sorti pas trop longtemps après, puis ça sera pas long à le trouver. Mais ça, Félix, en série, je me souviens, en 2014-2015, il avait connu des vraiment grosses séries. Puis Bantam 3, il ne faut pas oublier non plus qu'il avait été le premier pointeur de toute la Bantam 3, là, sa 2e année, devant Comtois, Morin. Puis on le voyait aussi quand même que Hugo, il avait vraiment du talent. C'est son patin qui faisait mal un peu au niveau recrutement, que des fois tu pouvais avoir des doutes sur sa progression, mais son hockey sense compensait tout ça. C'est un gars qui est tellement travaillant aussi, et puis c'est un gentleman, c'est un bon être humain, un gars à avoir dans son équipe, dans son vestiaire. Exact, puis ça fait partie des entrevues, puis d'aller chercher l'info que tu as besoin pour voir si cet intangible-là, s'il va permettre aux jeunes de passer à l'autre niveau. Merci d'avoir été avec nous, Lawrence. Merci, Lawrence. C'était très intéressant. Puis je vais me coucher moins dur à soir. De savoir. Ça fait du bien de parler de hockey, honnêtement. Ces derniers temps, je suis souvent devant mon ordi à regarder des games de hockey, mais là, ça m'a permis de parler un peu plus. On n'a plus la chance de se voir dans les arénas, puis de jaser, puis
nous, c'est surtout ça, les recruteurs, je pense, qui nous manquent actuellement. Là, c'est la camaraderie des autres recruteurs, puis juste de voir des visages familiers. Fait que tant mieux, ça a été un bon moment de vous connaître, puis tant mieux ça a pu être plaisant pour les gens. Là. Excellent. Bon, merci beaucoup, Laurence. Salut, bonne soirée. On se reparle. Ben, je tiens à préciser que tu vas te coucher moins niaiseux, mais que tu es toujours niaiseux. Encore très niaiseux. Non, mais c'est vrai Parce que tu ne vois pas en COVID. Quand j'ai commencé à travailler pour Châteauguay, dans le fond, j'ai pris la place de Lawrence. Lui, il partait pour les Huskies. Puis moi, j'ai pris, dans le fond, sa place comme assistant directeur du marketing et des communications des Grenadiers. Donc, est-ce que toi, tu te vois dans le scouting plus tard? Ben, non, je pense pas que Lawrence le dit, le nombre de matchs qu'il faut c'est intense pareil, dédié. C'est vraiment intense. J'aime le hockey, puis probablement que peut-être que ça m'intéressait, puis je me suis déjà renseigné auprès des équipes, mais plus quelques années. Mais ça veut dire moins de marche avec la blonde aussi, là. T'es toujours à l'aréna. Ouais. C'est ça. Dans les marches. Ouais, oublie ça. Faire des choix. Peut-être après les matchs, mais marcher à l'entour de l'aréna, peut-être. Mais c'était intéressant comme entrevue, mais comme tu as dit, pour ceux qui veulent devenir recruteurs plus tard, là, c'est quand même... T'as pas le choix de passer par là. Tu te rendras pas de la Ligue nationale du jour au lendemain, recruteur, bing, toi, et ça, tu repêches pour les Canadiens de Montréal. Il faut que tu fasses tes preuves. Puis, c'est du temps puis de la passion. Ben, c'est ça. C'est du temps. Comme vous dites, là, le gars, il a regardé 300 matchs dans un an. Écoute, puis ça, c'est pas sa job. Là. Non, c'est ça. C'est une job à temps plein. C'est pas une job à temps plein, c'est une job à temps partiel, là, parce qu'il peut pas vivre de ça. Le gars, il a regardé 300 matchs. J'adore le hockey. Je regarde énormément de hockey dans le confort de mon salon. Ouais. Mais... ben là... Puis, j'aimerais... C'est une job de rêve, être recruteur, là, quand même, on s'entend, tu sais. Mais, c'est 300 matchs dans un an, écoute... Mais là, la game des recruteurs va probablement changer avec la vidéo, puis le COVID, puis tout ça. Fait que ça serait peut-être bon pour toi. Probablement. Tu vas pouvoir être dans ton salon, puis remplir tes feuilles de recruteur. Ouais, mais tu sais, il n'y a rien comme le feeling de l'aréna, le feeling du monde. Aussi, il n'a pas beaucoup parlé, mais j'imagine qu'il parle aussi avec du monde des entraîneurs, des coéquipiers de certains joueurs. J'avais demandé, c'était pour ça que je l'avais demandé, mais honnêtement, pour vrai, c'est un peu comme qu'il disait à l'Arena, pendant la saison, ils font vraiment plus regarder les joueurs, puis c'est un petit peu plus après la saison qu'ils font les devoirs, puis ça, je le vois, ça aussi. C'est sûr qu'on peut avoir des hints, mais souvent, les recruteurs, quand il paraît qu'ils faisaient beaucoup de matchs, des fois, il y avait des tournois, mais des fois, il y a des matchs qui sont comme à 1 heure, à 4 heures. Fait que des fois, tu t'en vas de l'aréna rapidement pour aller à l'autre match d'après, parce qu'il y a plus qu'un match, puis souvent, c'est souvent le vendredi, samedi, dimanche, là, les matchs. Fait qu'au moins, on parle de 300, mais c'est pas dans ton lundi au jeudi, t'as pas de match. Sur vidéo aussi, pour en revenir là-dessus, sur vidéo, là, tu vois pas tout. Mettons que tu regardes un match en vrai, ben, tu peux voir le gars quand il arrive au banc, comment il réagit après une mauvaise séquence. Est-ce qu'il a la tête entre les jambes? Est-ce qu'il tape son bâton sur la bande? Est-ce qu'il regarde son coach puis il dit tu m'emploies pas correctement? Ou bien il tape sur l'épaule de son coéquipier puis il dit let's go, on a. Ce match-là, il est rien que 2-1, on n'a pas fait. Toutes ces affaires-là, tu peux le voir en vrai. Tu peux malheureusement pas le voir en vidéo. En regardant un match de la NCAA sur vidéo. C'est que le focus est vraiment sur le porteur du disque. C'est clair.
En passant, on s'est fait hacker pas mal nos commentaires. Ben ouais, là, c'est arrivé une couple de fois. Là, il y a un baba, il y a un gars qui essayait de nous vendre des développements de pénis, hépatite, herpès. J'ai vu que LP je sais pas trop qu'est-ce qui s'est... Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé à soir, là, mais... Toujours pratique, ces commentaires-là. Hein, toujours pratique. Non, j'ai pas d'où si ça vous avez besoin d'un élargisseur de pénis, demandez à Baba qui était sur le chat. Ben, t'es bonne, là. Il y en a qui disaient, là, écoute, LP devrait écrire à Baba pour... il demandait si Cofield va être bon. Je pense que c'est Louis Chailly qui t'a demandé ça. Il dit écris à Baba voir si Cofield va être dominant. Ouais, on va peut-être inviter Baba dans un prochain podcast. C'est bon, ça. S'il revient la semaine prochaine. Pour checker dans sa boule de cristal si Cofield va marquer 40 buts avec le Canadien dans une saison prochaine. C'est bon. C'est l'heure du Habs-Bin, les boys? Ouais. On fait la Habs-Bin? On rentre-tu le TIF pour le Habs-Bin ou... Bon, pas bien. Voulez-vous que je le rende dessus? Hey, vous n'avez-tu un Habs-Bin ou... Non, c'est toi le maître des Habs-Bin. J'en avais pas préparé, j'ai oublié complètement ça. C'est le fun. C'est le fun que tu oublies des segments comme ça. Non, mais hey, j'ai tellement de choses à m'occuper, désolé. Non, je vais en trouver un, ça sera pas long. Continuez à parler de Cofield. Ouais, c'est ça. Bon, il y a Jeff Limoges qui dit dans le chat Baba qui est sa poudre. Je pense qu'il en vend aussi. Il va te vendre n'importe quoi dès qu'il peut avoir accès à ton compte. Sébastien Plante, là, qui est revenu un peu sur... Raphaël Harvey-Pinard. Il dit que c'est un choix de 7e ronde quand même. Ça serait intéressant. C'est un bon pari, puis c'est vrai. C'est un vrai passionné. Il dit, Sébastien dit qu'il a l'air vraiment d'un vrai passionné, puis c'est vrai. Puis il avait connu un bon camp d'entraînement l'année passée dans l'organisation du Canadien. Puis, comme Sébastien dit, un choix de 7e ronde, c'est un bon pari, Ah ouais, c'est clair. Avec Raphaël Harvey-Pinard. Moi, je pense que le pire scénario pour lui, c'est un poste à Laval, tu sais. Avec le Rocket, probablement. Ouais, ben écoute, on peut penser peut-être à des gars comme Alexandre Alain et compagnie, Joel Teasdale. C'est des Québécois qui vont pouvoir, au fil des années à Laval, faire leur preuve, peut-être même causer une surprise dans un camp d'entraînement, tu sais. Mais comme... Alexandre Alain, on n'en parle pas Alexandre Alain, mais sa progression continue là, dans la Ligue américaine. Puis peut-être qu'un jour, il pourrait avoir un rôle sur un trio, peut-être 3-4, on ne sait pas. Là. Écoute, on a Louis qui dit qu'il y a un Habs-Bin pour nous autres. Ouais, j'en ai trouvé un aussi. Bon. OK, on va prendre vos deux Habs-Bin. Un pour un Seb et un Louis Chaillé dans le chat. Louis, envoie-nous ton Habs-Bin. On va faire celui de Seb en attendant. Puis, ben là, je vais partir la petite promo, puis Seb, tu nous fais ça dès qu'on vient. Parfait. Le segment Habs-Bin, une présentation de Groupe Air Force, les pros du nettoyage de vos systèmes de ventilation, thermopompe et air climatisé. Habs-Bin d'aujourd'hui est un joueur qui a joué avec le Canadien de 2000 à 2004. Au préalable, il a été un choix des Mighty Ducks d'Anaheim en 95, 4e overall en première ronde. 4e? Non. Man. 4e overall? Il s'est amené au Canadien en retour de Sergei Zoltok. Oh, ouais. Oh, boy. C'est un attaquant. Un attaquant. Le 18 décembre 2000 contre Sergei Zoltok, le joueur décédé. C'est un échange avec les Oilers d'Edmonton. Dans la Ligue nationale, il a joué 714 parties, 218 points. Terminé sa carrière avec
les Maple Leafs en 2007-2008. Il a quand même été avec quelques équipes, là, les Ducks, les Jets, après les Coyotes. Chicago, Oilers, ensuite Canadiens. Le Canadien, il a joué 4 ans. C'est bon, 2000, pendant les années noires. Oh, Vraiment, Un ouais. gros bonhomme, 6 pieds 4, 215 livres, un joueur qui était surtout 3e, 4e trio, vous l'aurez deviné. Ben, 4e overall. Overall qu'on pensait. OK. C'est ça qu'il me faut. Moi, je cherchais un gars talentueux. Écoute, c'est un bon has-been, ça, Seb. L'ancien des Mighty Ducks. Ouais. Il vient de quel pays? Il y a un Lancar. Canadien qui vient de Cornwall. C'est-tu Lancar? Jeff Il Limoges. joue avec le Canadien, Damon Lancar. Je sais, ça, c'est Kilger. Il est en feu. Chad Kilger. Ouais. Chad Kilger. Chad Kilger. Ah, tabarouette. Solide, Chad solide, mon Kilger. GF. Eh oui, il y a JF Limoges, il y a Louis Chaillé qui l'a eu dans Ouais. le chat. Mais Good job. Ben là, tout le monde l'a eu en même temps, c'est bon. Lancar. On le trustait plus. Ouais. Chad Kilger, c'est vrai. Chad Kilger. Ben oui, je me rappelle. Mais je l'aurais pas eu. Ah, moi non plus, j'aurais essayé pas eu. encore, je l'aurais pas eu. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelais plus que Chad Kilger était un 4e overall. Ben, moi, je me rappelle qu'il était perçu comme un gars bien talentueux, puis c'est vrai que c'était ben, goon, c'est un gros mot, là, mais... Il a quand même fait 95 points, 42 buts sa dernière saison en junior. Ouais. Il a joué quand même de bonne heure. Voulez-vous faire celle de Louis? Ouais, Louis Chaillé qui en sort un. Là. Il dit qu'un des rares joueurs à gagner championnat du Midget 3, Coupe Memorial, Coupe Calder et Coupe Stanley. Bon, Louis Chaillé, là, va falloir que tu continues un peu. Tu sais, Louis, il faut qu'il ait joué avec le Canadien. Là. Ouais, c'est ça. Le has-been, c'est vraiment faut que ça soit un choix soit un joueur qui a joué avec le Canadien puis qui est tombé un petit peu dans l'oubli. Donc, pour rappeler au monde un peu c'est quoi, là. Fait que Louis Chaillé, il nous dit qu'il a gagné le championnat du Midget 3. Au Québec? Ouais, Midget 3, Coupe Memorial, Coupe Calder et Coupe Stanley. Ouais, on ne sait pas s'il a gagné la Coupe Calder avec le Canadien, là, dans des filiales du Canadien, parce qu'on ne l'a pas gagné souvent. Est-ce qu'il a repêché par le Canadien? Patrick Roy? Il a été repêché par le Canadien. Est-ce que Patrick Roy n'a pas gagné? Cataract, il jouait avec les Bisons de Granby. T'as pas très bon, Bisons de Granby. Ouais, il se faisait... Il y avait de la shot en temps. Okay, Coupe Air Canada. Avec une coupe d'indices. Ouais, shoot des indices, mon Louis, parce que... qui a rapport avec le Canadien de Montréal. Repêché par le Coupe Calder. T'as quoi, Ouest? Louis, il va falloir que tu y ailles avec des indices qui ont rapport avec le Canadien de Montréal. Jouer Canadien. Parce que l'année de Price, on a gagné la Coupe Calder. Lapierre? Non, il n'a pas gagné la Coupe. Il jouait dans. C'est un gars de l'Ouest, Midget 3, la Coupe Air Canada dans l'Ouest. Ah, il était de. Ouais. Darcy Tucker, ça se peut-tu? Avec les Blazers de Kamloops, je sais qu'il avait gagné. Y a-tu gagné la Coupe Stanley, Darcy Tucker? Mais peut-être pas avec le Canadien. WHL. Alors, faut que tu nous donnes, mettons, ses initiales, parce que sinon, super populaire dans les années milieu 90. 80. Oh boy, ok. C'est un vieux de la vieille. Il est loin, mon Louis, là. Ouais, il n'a pas gagné. Peut-être qu'il n'a pas gagné la Coupe. Shane Corson. Mi-80. Shane Corson? Mi-80. Non, il est dans les mi-80, lui, là. Il est loin, là. Il a joué avec le Canadien dans la mi-80. Repêché par le Canadien, en tout cas. Ouais, il est mort. Il est mort. Jean Béliveau? Louis, là. Louis, il va falloir que tu nous aides un peu, là. Il est mort. Ah, ben, il est mort. Il a joué avec le Canadien en mi-80. Mi-80. Il y a un délai, c'est un peu dur aussi. Par le chat, là.
Bon, il va falloir qu'il y ait Donne-nous avec des initiales, peut-être les initiales. des plus grosses indices, Louis. Numéro parce que sinon, on ne 31. le trouvera pas, là. 31. C'était souvent des C'est un goals. gardien. C'est ça, souvent un des gardien, goalers, c'est hein. sûr. Ben avant, c'était le numéro 1, hein, souvent. Très bien. Ken Dryden. Pas Ken Dryden, des années 70. ça. 1080, ouais, non, ça. Eh boy. Steve Penney, genre. Ou- Je sais pas. Écoute, Louis, Il est pas mort, Steve Penney. Échangé à Toronto. Pas John Cordick, non. Il n'a pas gagné. Ah, Ouais, ben là, il y a ouais. Just Ouais, Steve Allaire. Steve Allaire qui Steve dit Allaire, Cordick. puis, Ouais. John... Ah ouais, Ok, c'est John il l'a eu. Cordick. J'ai Steve quoi, Allaire c'est qui l'a eu. clair. John Cordick. Good C'est job, ça? C'est Steve. John Cordick. Ben, en tout cas, il est mêmes initiales, puis échangé à Toronto. Steve Allaire a gagné le diamant. Ouais, exactement. Fais pas ton mauvais perdant. Mais ça, c'est des toughs, ça. Moi, écoute, j'ai 30 et, je vais avoir 31 ans, là. Dans les années 1080, moi, là, je suis pas là, pantoute, là. Tu sais, je peux pas... Mais Steve Allaire, solide, mon gars. Steve, Ouais, solide. c'est fort, John c'est fort. Cordick, là. Je l'aurais pas eu. On va être franc avec vous autres, je l'aurais pas eu. Fait que c'est-tu l'heure du nouveau segment? Le segment datif. Ben oui, toi. Ouais, Datif. Tellement Tu veux populaire. rentrer, puis, rentre les dons, voir. Tellement populaire, son entrevue de la semaine passée, que on y a fait un Ouais. segment. Restez avec nous Mais- autres, là, on a une petite... pour ceux qui aiment les portions quiz, là, on va avoir une portion quiz avec Yannick Tiffu. Puis, vous allez pouvoir nous aider avec ça, parce que moi, je pense qu'il va y aller solide, là. Puis moi, on va avoir... Salut, le TIF! Hey, comment ça va? Me voyez-vous? Salut. Ah ouais, là, on te voit, là. Ok, c'est moi qui ne vois pas d'abord. Ok, c'est bon. Good! OK. Là, c'est un gars pas mal occupé. Ça a l'air que t'avais un podcast à 7 heures. Il les Ouais, j'avais un podcast il les à enchaîne. on faisait un peu la même affaire. Là, on parlait de la East Coast, puis même un peu l'affaire là, de parler de comment que la East Coast, le monde, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce que le monde entend, puis ce qu'il voit pas. Tu sais, les dessous, qu'est-ce qu'on a un peu parlé la semaine passée. Mhm. OK, cool. Cool. Fait que là, ton quiz cette semaine, là, tu vas nous parler de... Là, j'ai Ah, là- l'impression que ça va être tough pas mal. Si, moi, Là, les boys, j'espère que vous avez fait vos devoirs parce que je suis prête, pas à peu près. Là. là, Seb, il est prêt en crise, mais nous autres, on est moins prêts. Ah ouais, c'est ça. On part-tu juste la présentation? Ouais, ben, je viens de mettre le petit visuel. Tu l'as mis? L'as-tu vu? Là, j'aimerais ça savoir, ouais, je le vois, là, mais j'aimerais ça savoir de où vous avez eu mon surnom de Tiff. Là. C'est qui vous a donné ça? là, parce que j'écoute la poche bleue, moi, avec. Puis, Ok. j'ai vu que Guillaume t'appelait de même. Je le vois, là. C'est bon. Avec ton bonbon LED. Ouais, c'est... Là, j'espère que vous êtes prêts. J'en ai fait, là. Je vais y aller. Il y en a des toughs. J'espère. Je suis allé avec des noms connus pareil. OK. C'est pas. C'est sur Équipe Canada Junior. C'est des gars connus. Il y en a peut-être une que vous allez chercher longtemps. Ça dépend. OK. C'est une année grosse. C'est une grosse année. Fait que peut-être que vous allez le savoir. OK. C'est bon, c'est bon. juste- On va voir la longueur, mais j'en aurais peut-être un 4. Là. On va voir là, où c'est que ça OK. va. OK. La première, c'est 2 joueurs qui ont évolué pour Équipe Canada Junior. OK. Il y en a beaucoup dans l'histoire qui sont arrivés, là, mais ces deux-là, c'est quand même gros. Vous allez comprendre. C'est 2 joueurs qui ont évolué pour Team Canada Junior, moins de 20 ans, sans jamais avoir été repêchés dans la Ligue nationale. Mais c'est 2 gars qui sont allés au Hall of Fame. C'est des noms connus. Là. Ah Eh ouais. boy! C'est vrai que c'est bon comme question. Martin Saint-Louis, as-tu fait le Team Canada? Non. Je vais vous donner un indice, là, puis vous allez voir, c'est pas... Vous allez dire, ouais, Tiff, c'est loin, là. Mais les deux ont joué en 77, 78, 79, 80. Mais c'est des gars qui ont fait plus de 1000 points dans la Ligue nationale. Ils sont au Hall of Fame. Hey, OK, 77. Hey, là, on recule loin.
OK, il y en a un qui c'est facile, là. Je veux dire. Les deux viennent de l'Ontario, il y en a un qui est très connu, là. OK, il y en a Jamais un qui est très repêché, connu. 77. Puis est-ce qu'ils ont connu des gros championnats du monde ou est-ce que c'était... Le premier a 8 buts, 9 passes. Ah ouais, c'est fort, ça. Puis le deuxième, il a fini premier scoreur de son club. Il a joué 5 games. Il a 5 buts, 1 passe. Il a fini premier de son club. Mais dans la Ligue nationale, là, il a 1232 games, 1200 points. Écoute, c'est loin, ça. Moi, j'étais pas là. Tu sais, c'est dur, Anastie. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est capable de l'avoir? L'image, j'ai dit, aucun de vous est né. OK, je vais vous donner un indice pour le premier, là, un facile, là. Un petit facile. Il vient de Brampton, en Ontario. Brampton, en Ontario. C'est ton indice facile, ça? Et là, il est déçu, on le voit dans sa face. Fait comme, quelle petite gang de morons j'ai pogné là, ils n'auront pas une. Sacrément, Brampton, en Ontario. OK. Le premier, là, il aurait dû être repêché dans la Ligue nationale. Il n'a jamais pu être repêché dans la Ligue nationale parce qu'il y a eu un merge. Il y a eu un merge entre quelque chose que vous avez posté aujourd'hui puis la Ligue nationale. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky est le premier. Ah, c'est vrai, il n'a jamais été repêché. Ben oui. Messier, le deuxième, d'abord. Non, le deuxième, il a été drafté au Minnesota. Il a joué Washington, Détroit. Il a connu une belle carrière à Détroit, Tampa Bay, Floride. Dino Ciccarelli. Oh, good job, Seb. Wow, C'est bon. T'es fort, Seb. Ouais, dès que tu as parlé de merge, là, le monde a commencé à nommer Gretzky. J'ai pensé Gretzky, mais il était repêché par les Racers, au moins. Ouais, mais c'était pas la Ligue nationale. C'est ça. J'y avais pensé, mais je ben là, tu nous nommes des jambons, Wayne Gretzky. Son frère, peut-être. La deuxième est peut-être un peu tough. Mais c'est une grosse année. En 2004-2005, qui est la grosse année de Team Canada. Là, Crosby, Bergeron et compagnie. OK. Cette année-là, il y avait deux kids de la Ligue junior majeure du Québec dans l'équipe. Je ne compte pas Patrice Bergeron parce qu'il jouait à Boston dans ce temps-là, right? Simon Gagné. Il y avait 2 gars de la Ligue junior majeure du Québec. Le premier, vous l'avez nommé, c'est Nick Crosby, qui était facile. Il y en avait un deuxième qui était là 2 ans back-to-back. C'était un petit gars qui jouait junior. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. C'est un 7e choix à Pittsburgh. Il jouait au Cap-Breton. C'est Stephen Dixon. Stephen Dixon. Ouais, j'aurais jamais eu ça. J'ai fait mes devoirs hier. Ouais. Il arrêtait pas de se vanter aujourd'hui, là. J'espère que vous avez fouillé. Moi, faites mes devoirs, je suis prête, là. Juste pour revenir à la question, tantôt, tu as dit Brampton, mais c'est Brantford. Hein, Brantford, excuse, je me suis trompé. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Ouais, je pensais que c'était Brampton. Dans cette année-là, 2004-2005, celle-là est pas trop tough si vous suivez l'actualité de la Ligue nationale. Cette année-là, 2004-2005, il y avait un gars qui joue dans cette équipe-là qui est maintenant coach de la Ligue nationale. 2004, attends. C'est un gars qui n'a pas fait, je pense qu'il y a 1 point. Il a joué une game, il n'y a même pas de point. L'année d'après, il a joué 6 games, mais c'est un gars connu parce que dans la Ligue nationale, c'est un des plus jeunes coachs. Un des plus jeunes coachs. Sheldon Keefe. Non, c'est pas Keefe. Mais c'est un gars qui coach dans l'Ouest. Coach dans l'Ouest. Le coach de l'Avalanche, là. Non. Non, c'est pas lui? Bednar, ça? Ouais, Bednar. Non. C'est un des plus jeunes coachs. Alain Nassar. Non, ben il est plus coach. Non, c'est pas Alain Nassar. C'est un jeune coach. Il a remplacé un gars qui a gagné quand même 3 Coupes Stanley, je pense. 2 ou 3? 2. Ah, c'est le coach de Chicago. Cassidy. Non. non, ça c'était à Boston. C'est le coach de Chicago, là. Ses initiales, c'est JC.
Hey, man, moi, je suis plus là. Excusez les boys. Je sais. Ah, c'est le coach de Voyons. Chicago, mais je me rappelle plus de. Je vais te le dire, c'est Jeremy Collington. Ah, c'est ouais, Collington, Eh oui. Collington. Il avait 33 ans hein, qu'il a commencé à coacher à Chicago, il me Ouais, semble. non, mais il a commencé en Suède. Il a fini sa carrière en Suède. Il a commencé à coacher en Suède. Puis après ça, il a coaché dans la Ligue américaine longtemps. Il m'en reste deux, là, sont moins tough. Ben oui et non. Après ça, on va vous laisser, j'en ai d'autres, mais on va les garder pour d'autres semaines. C'est bon, ça. Ok, c'est bon. OK. Le prochain, c'est un des seuls joueurs, c'est triste. Hein. C'est un des seuls joueurs canadiens à avoir été au camp d'équipe Canada Junior 3 fois et été retranché 3 fois. Ah, Il y a ouais. eu, c'est un choix de première ronde Ouais, dans le c'est- show exposé- 13e à Chicago. Ah, non. Il a gagné une Coupe Stanley en 98 avec Détroit. C'est un gars qui a joué quand même 938 games dans le show. Quand même. Il a 387 points, mais il a une belle carrière pareil à Détroit. C'était un bon gars. Mais il a joué Détroit, Phoenix, Edmonton, Chicago. En quelle année, Team Canada? Ben, il a pas fait. Il était Retranché, mais c'était... 16, 17, 18, 19. Là, il était retranché, puis à 19, il a joué dans le show. Fait qu'il est comme. Il sait vient pas de grand- où? c'est un petit gars de l'Ontario, je pense. Attendez une minute pour être sûr. Là, je l'avais. Oh boy. Coupé 3 fois. Ouais. Là, c'est poche en tabarnak, ça. Il était sur le bord 3 fois, puis 3 fois, il l'a pas fait. C'est un gars de Cabernet, Newfoundland. C'est Daniel Clary. Daniel Clary. Ouais. Caliste, ça. Ah, Seb, hein? C'est un Très studieux, fort, ce Seb-là. Ben oui, esti. C'est bon. Et la dernière, qui est famous, et la dernière, elle est très famous au Canada. Et je suis triste pour la personne, mais il a bien recovery dans sa carrière parce qu'il a gagné 3 Coupes Stanley après. Mais nommez-moi le joueur qui a marqué le but sur Marc-André Fleury en 2003-2004 lors de son fameux quand il est sorti du net puis que ça y a pogné une chest puis que ça a rentré. Le gars qui a scoré, c'est un très bon joueur. Je veux dire, c'est un choix de 2 dans la Ligue nationale. Il a joué 334 games. Non. Non, ça, c'est. Il a joué Il vient de dire. 334 games, 170 points. Sa meilleure année dans la Ligue nationale, c'était à LA. 82 games, 22 buts, 53 points. Hey, moi, j'ai une mémoire de marde. Je viens d'écrire un texte. esti, C'est Goaler. J'ai parlé de ce but-là de Fleury. esti. C'est un Américain, je vais vous le dire. Puis, checkez bien ça, c'est un Américain qui est né au Canada. C'est un Jason Canadien. Pominville? Non. Non, ça peut pas. C'est pas dans ce temps-là. C'était un petit gars de Toronto. Il a joué. Je vais vous donner un indice si vous suivez un peu. C'est un gars qui a pris sa retraite. Il a joué à Mississauga dans OHL, mais c'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes avec son père. Son père était banni des arénas. Jack Johnson. Non. Non. Là, il y a Sébastien Plante qui dit Mike Richard. Il y a Steve Allaire qui dit Dustin Brown. C'est un Américain. Hein. Non, c'est ça. Mike Richard, c'est un Canadien. Il a joué pour Team Canada. Dustin Brown, c'est un Américain, par contre. C'est un gars quand même 22 goals dans la Ligue nationale. Là, il a eu quand même une belle carrière là, dans le show. Là, il a juste joué 338 games. Mais il y avait beaucoup de problèmes hors glace là, avec son père et tout ça. Mais c'est un choix de 2 dans le show, un scoreur naturel. Il a scoré 50 goals dans la haie. C'est un scoreur naturel. À part ce goal-là, d'après moi, il n'était pas trop naturel. Il l'a eu dans le chest. Il était à la bonne place. En plus, je me rappelle de ce but-là, mais... Son nom, c'est P. Puis, il y a un O apostrophe S. Pat O'Sullivan. Patrick O'Sullivan. Hey, lui, il avait eu une grosse année, ouais. Une chance, Seb était là. LP, on a eu l'info un peu à soir. Il est là, il va falloir qu'on fasse nos devoirs, Chris. Calé. Parce que Dieu sait que j'en avais 12 questions de même. J'ai fait mes devoirs. Ah, ben c'est bon, ça. C'est-tu tout pour le World Junior? Tout le World Junior. Les prochaines semaines, ça va être parfait, ça. Ben ouais, ils en ont un autre, là.
Un petit dernier là, Ouais. que je vais. C'est une facile, là. C'est une facile pour moi puis Pat, là. Ah, Baba, il Facile. participe pas. Ça fait chier. OK, une facile. Attends une minute, là. Attends. Ouais, là, je rendrai. OK, une petite facile. T'es prête? Ouais. Hey, pas... Il y a seulement un Québécois dans l'histoire. Il y a seulement un Québécois dans l'histoire qui a coaché Team Canada 2 fois. un Entraîneur en chef. Entraîneur en chef. C'est un gars qui a gagné la médaille d'or à sa 2e année. Joël Bouchard? L'année d'avant, il avait fini 2e. Ducharme. C'est dans les années 2000. Hein? Ah, Pas Ducharme. Ducharme. Patrick Ducharme. Tu vois, c'est une petite facile. C'est pas Dom Ducharme. Dom Ducharme. Dom, Patrick Dom Ducharme. Pat Ducharme, c'est le gars de deck, ça. Dom, en 2016-2017, il a fait 2e place. Puis en 2017-2018, il avait remporté la médaille Entraîneur d'or. du Canadien, Dom Ducharme, ouais. Yes. C'est bon, ça. C'était pas une trop tough, ça. Non, c'était bon, merci, ça. Ça a bien En fini. finissant, il m'en fallait une en finissant pour bien dormir, Chris, parce que sinon, je peux pas laisser Seb gagner tout le temps de même, Chris. C'est moi qui ai gagné. Ah ouais, haut la main. Faudrait La qu'on semaine fasse- prochaine, je vais vous donner un indice la semaine prochaine pour faire vos devoirs. Là. Ouais, ouais. Si vous voulez faire vos devoirs, ça va être beaucoup sur les équipes. Tu sais, comme les compositions d'équipes. Je vais vous donner un hit, là. C'est les compositions d'équipes. Genre, tu sais, des goalers, des joueurs. Mais je ne nommerai pas les. Vous pouvez nommer des joueurs, mais ça va être comme. Donner un hint, là. Exemple, le plus de Québécois dans l'histoire Ok. dans une équipe. La composition, je Des comprends. goalers, des affaires de même. Fait que si vous voulez faire vos devoirs, ça va ressembler à ça. C'est bon, Cool. ça. Je dis qu'on devrait faire peut-être prochainement là, un tournoi de ça. Ça pourrait être pas pire. Là. Je lance ça comme idée, là, mais on checkera ça plus tard. Ouais, En plus, c'est avec bon. mon surnom de type, on va appeler ça The Quiz. The quiz, c'est ça. Là, ça s'appelle The Tiff Quiz avec le Bubblehead. On a Bon, mis ben, en je laisse plus les. On a mis Hein? couleur mauve en plus. Là, Ben pour, oui, couleur de Reading en plus, tout est parfait. Ah, merci, Yann. J'avais pas de trouble. Yes, Puis je vous laisse étudier pour la semaine. Soyez prêtes, là. Sérieux, Ouais, là. on va faire Ouais, des ouais. affaires. Moi et Pat, on va Ouais. étudier un On peu. a des croûtes à manger. Là. C'est bon, les boys. Bonne All right. Ciao, semaine. man. Ciao, Merci. man. Salut. Ciao. Ciao. Ouais, une chance c'était là, mon Seb. Sauvé à la face. Ouais, on a Ouais, fait, tu nous as sauvé l'honneur de la source. OK. Ouais, écoute, j'étais bien content d'avoir le dernier ici parce que j'étais pas sûr en plus. J'ai dit du charme là parce que je me rappelle qu'il a coaché 2 fois, mais je me rappelais pas qu'il avait coaché 2 fois comme entraîneur-chef. Je pensais que j'étais pas sûr s'il avait coaché les 2 shots comme entraîneur-chef. Là, je me rappelais plus. Ben, il Mais, était assistant au moins une autre année. Que là. ça a l'air, là. Que ça a l'air, là. Ben là, t'as Ouais, il y a un une couple autre de- tata qui essaie d'écrire en je sais pas quelle langue. là. Ouais, je viens de supprimer ça, là, Ouais, mais ça- il y a une couple de personnes qui avaient eu Dom du charme. Ouais. Il y a Seb Plante là, qui dit qu'il prend sa retraite parce qu'il n'a pas été capable de répondre à une question. Moi, Limoges, prendre ma retraite avec toi, Seb. Ouais, il y a Jeff Limoges qui dit que Seb n'a plus le droit de répondre. Ben là, il faut, sinon on Seb, va se ben, coucher à minuit. Ben, j'ai On vu l'a qu'il y a pas du dit. monde qui ont écrit. J'ai vu Lawrence écrit Dixon, mais je sais Ouais. pas si c'était avant ou après. Ben, il y a un on sait décalage, pas, c'est du- ça qui est plate. Il a dit Clary aussi à un moment donné. On les voit sait pas arriver, trop, mais là. quand tu sais, nous, on le voit un peu après les commentaires. C'est ça qui est plate. Ils l'ont probablement eu avant nous autres. Peut-être, ouais. 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 Fait qu'il dit, Jeff Limoges, il dit à la place du micro dans notre logo, on devrait mettre la face à Seb. Ouais. J'ai fait mes Fait que- devoirs. Mais Stéphane Dixon, c'est un joueur que justement j'avais remarqué quand j'ai fait mes devoirs. Puis Dan Clary aussi. C'était des informations que j'avais. Ouais, on tient à préciser que Je Sébastien. les aurais peut-être pas trouvés si je n'avais pas étudié Ouais. un peu les noms, parce que des fois, même à froid, tu te dis, je connais un peu les joueurs canadiens, là, mais ça ne devient pas tout le temps le même naturel. Là.
Ouais, Qui on a va fait essayer quoi? de peut-être faire un tournoi de ça si vous êtes intéressés. Ouais, Là, sûr que les on va tripeurs. setter ça peut-être après le temps des fêtes, là, on pourrait faire un petit tournoi de ce style-là. Là, puis moi et Pat, on va pas se présenter, bien Ouais, sûr. c'est ça. Mais... Nous, on l'organisera. Ben, au pire, vous serez celui qui dit les questions. Ouais, c'est Mais ça. non, mais ça pourrait serait rentrer, Datif. La TIF, OK. Le TIF qui serait Hey, tu vois, l'animateur du show. Là. Puis ça Oh, pourrait être, l'animateur. Steve, il serait partant. Ouais. Là. On a déjà des participants intéressés. C'est bon, ça. ouais, puis ça pourrait être un genre de tournoi là, pro contre. Non, on peut-être des pourrait gens faire connus du 2 contre 2. Puis, Ouais, je sais que Datif, il disait que. Eric il Hood jouait n'est pas pire. avec là-dessus. Eric Hood et Eric Doucet, souvent, ils se lançaient des quiz de même, souvent. Je sais que Gonzo aussi n'est pas pire. Là. J'ai vu ça passer. Gonzo, avec la RAC, 91-9. Lui, là, tu peux y nommer n'importe quel joueur. Il va te dire s'il joue à gauche, gauche. Si, droite. Ça, c'est fucké, ça. Hein? Ouais. C'est fucké, mais je connais, moi aussi, j'en connais le même. Frank Chalut, là, il connaît bien les numéros, puis les gars, ils jouent à gauche ou à droite. Là. Ouais, on pourrait peut-être faire un style de tournoi comme ça. Là. Peut-être, je sais pas. Si on pogne des gars un peu plus connus avec des gars un peu moins connus, puis on fait un tournoi, là, puis jusqu'à une grosse finale. On pourrait faire un pool là, avec des places, puis on mettrait des prix là-dedans aussi. C'est ça. Il pourrait avoir un prix, un gros prix final à la fin. On va s'organiser ça. Écoute, à chaque semaine, on pourrait faire, mettons, un 2 contre 2, puis le gagnant passe à la ronde suivante, ou je sais pas trop, là. Ouais, un style de tournoi comme ça, là. C'est bon, ça. C'est cool. Yann de Tiff, ça l'a allumé, là, il dit « Écoute, embarquera-tu? On attend la réponse. » Ça va être la TIF Cup. La TIF Cup, ouais, c'est ça, la TIF Cup. La TIF Cup, ouais, c'est hot. Après la Diva Cup. Ça serait cool. Good. Ben, c'est bon. C'était fort plaisant encore cette semaine. Bien sûr. Yes, sir. Puis on y va avec le petit message de fin. Ouais, vas-y donc. Ouais, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Bien heureux d'avoir fait ce super podcast du 7 décembre en votre compagnie. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. On a eu une belle émission aujourd'hui. Merci à Baba. Merci à Yannick aussi avec le Datif Quiz. Et puis, je pense qu'on est sur quelque chose là, pour les prochaines semaines. Là, on a trouvé un petit peu où est-ce qu'on allait s'enligner. Un petit tournoi, ça serait bien hot. Si vous avez des suggestions, là, les personnes qui nous écoutent, amenez-en. On aime ça jaser de hockey aussi. Venez nous jaser. Écrivez-nous en privé. Merci aussi à Groupe Air Force pour le segment Habsbin et puis à Until I'm Done qui présente notre émission toujours avec le code promo SDH15 avec 15% de rabais à la boutique physique ou bien au untilimdone.com et profitez-en aussi là, pour terminer vos cadeaux de Noël. Il n'est pas trop tard, il vous reste encore 3 bien tranquille à la maison, là, c'est parfait ça. Bien sûr. Pour vous tenir au chaud là, avec les temps froids, un petit hoodie avec un capuchon devant le foyer, vous allez être bien. Bien sûr, merci les boys. All right, les boys. Merci tout le monde pour les commentaires. À la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. Ciao. Salut. Puis merci à Baba. On finit là-dessus. Ciao. Ciao.